C'est l'équipe du soir, bonsoir, ravi d'être ensemble sur la chaîne L'équipe. Ce soir, un gros programme. Lionel Messi sera-t-il dans le groupe pour affronter Brest demain avec le Paris Saint-Germain, la folle fin de mercato de l'Olympique de Marseille, Robert Lewandowski et la concurrence à venir entre Navas et Donnarumma. Avant de vous présenter le tour de table, les chroniqueurs et le président, vous allez répondre à un sondage sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Marseille ou Nice, quelle destination vous excite le plus pour l'avenir d'Andy Delors? Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, @l'équipe du soir, et vous votez. Le tour de table, le président du soir, et je suis très heureux de l'avoir à mes côtés, c'est le cow-boy de l'équipe du soir, Pierre Maturana. Le shérif maintenant. Ah, ça y est, il prend déjà de la hauteur. Et non mais j'ai cru que tu allais commencer comme ça. Ce soir, gros président. Apparemment tu mets l'actu de. Mais non, mais je suis très content de vous avoir, Pierre. Monsieur Mercato de l'équipe du soir, Manu Longeon, comment allez-vous? Ça va, très bien, merci. Vous êtes en forme? Parfait. Bon. Alors là, j'ai vraiment beaucoup de pression. Je dois lancer le Dr Love de l'équipe du soir, Bernard Lyons. Si Attila était vivant, il serait percepteur, plaisantait Jean-Yad. Didier Noto, qui fut notre Attila à l'équipe du soir, n'est plus de ce monde. Une grosse pensée à lui et à sa famille. Bonsoir et salut Didier. Très bel hommage, effectivement, Bernard, c'était important de le souligner. Merci à vous, le biker de l'équipe du soir, Philippe Sansfourche. C'est terrible. Léger, mais Toujours pas de cuir, Philippe. c'est pas très éco-responsable, tout ça. Mais je veux imprimer mon empreinte carbone sur cette La trace. Et bah, c'est formidable. Et on va Pas accueillir. ton empreinte neurone, hein, ça, c'est sûr. Et pour finir, Là-dessus, il t'arrivera rien. on va accueillir l'Espagnol de l'équipe du soir, François David. Bonsoir. Bonsoir. En forme? J'avais peur du son, c'est bon, non? C'est bon, ça vous va? Ça va très bien, Ricky Martin, c'est parfait. Et bah c'est parfait. Et d'ailleurs, transition parfaite, puisqu'au moment de saluer Leroy Cabella, on va tout de suite aller en Espagne, puisqu'une grosse information est tombée, Leroy. Et oui, bonsoir Giovanni, bonsoir à tous. On commence fort. Prolongation imminente pour Karim Benzema qui va prolonger avec le Real Madrid jusqu'en 2023. Vous pouvez aller lire l'article sur le site L'équipe. L'information sera rendue officielle vendredi après-midi par le Real Madrid. Mais mon cher Leroy, c'est pas du conditionnel. Les téléspectateurs de l'équipe du soir doivent aller sur le site L'équipe pour lire la brève sur Karim Benzema. Fayot. Et on a un petit cadeau aussi, Giovanni. Fayot. On a un petit cadeau aussi, les vrais maîtres du jeu par Vincent Duluc. Vous retweetez, vous followez sur Twitter. Gagnant en fin d'émission. Merci beaucoup, Leroy. Je crois qu'il y a une première réaction de Bernard Lyons. Ah ben c'est pas Joe le taxi, c'est Joe le Fayot là. Mais c'est important que les téléspectateurs aillent sur le bien site sûr, L'équipe. bien sûr. Non, Plus c'est une information l'équipe, une de plus. Bah voilà. Et c'est une très bonne nouvelle. Bah oui. C'est une très bonne nouvelle pour Benzema, c'est une très bonne nouvelle On pour en le Real. parlera bien évidemment, mon cher Bernard. Et pour la Liga. Et pour la Ligue. Eh oui. La Liga, pas la Ligue 1. La Liga. Oui, bien sûr. Ouais. Allez, on va rester en Ligue 1 pour le coup. On va parler de Lionel Messi. L'incertitude plane autour de sa présence dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Brest. Le Paris Saint-Germain qui affronte Brest demain en ouverture de la 3e journée de Ligue 1 au stade Francis Leblay. Maurizio Pochettino, qui était présent en conférence de presse aujourd'hui, a évoqué la présence ou non de l'Argentin. On l'écoute. Nous n'avons pas encore décidé si Léo sera dans le groupe ou pas. Nous allons analyser pour voir s'il peut être dans l'équipe. On décidera bientôt, on verra s'il en fait partie. Mais ce qu'il apporte est très visible, c'est une énergie très positive. Son intégration est très bonne, nous sommes très satisfaits de lui. Au vu de l'éclairage de Maurizio Pochettino, est-ce que c'est le bon moment pour lancer Lionel Messi au Paris Saint-Germain? J'ai du mal à croire que je fasse ce lancement, mais oui, Messi est bien en Ligue 1. À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est le premier duel de la soirée. Jingle. Il m'a répondu oui, c'est Bernard Lyons, c'est le bon moment de lancer Lionel Messi. Il m'a répondu non, c'est Philippe Sansfourche. Qui veut commencer? On est reperdant. D'accord, donc Philippe Sansfourche, 30 secondes, c'est à vous. On peut plus attendre. On Attention veut le Bernard, voir. hein. Oui. Vous étiez limite sur le temps quand même. Pas si Ah bon? je Je suis désolé, mais je suis obligé quand même. Ah bah direct. Deux glaçons alors. Comme Deux glaçons. un petit jaune Ouais, il a pour repris le Bernard. photo, lui aussi. on va tout de suite passer à l'arbitrage du président Maturana. Bah, j'ai bien aimé le mélange d'enthousiasme et de nuances de Bernard. Donc point pour Bernard. Plutôt Bernard. Ah, pourquoi? Plutôt Bernard parce que je pense effectivement comme lui que Messi a l'air quand même plutôt affûté. Il n'a pas l'air d'avoir de problèmes ou particuliers. On a vu des images d'entraînement qui sont plutôt rassurantes. On a même un entraîneur qui est plutôt, je trouve, positif. Et effectivement, il y a la possibilité de ne pas le faire commencer, juste de le faire rentrer à la fin ou une demi-heure, ou même de le faire peut-être commencer et sortir vite. Je ne sais pas dans quel sens, mais je trouve que ça serait une bonne idée. Et puis, l'idée qu'il peut se blesser, il peut se blesser à chaque match. Hein. Ouais, non, mais Donc, trêve de c'est pas plaisanter. Neymar Si non c'est le plus. cas, ça veut dire qu'on part déjà du principe qu'il n'est pas assujetti aux mêmes règles que les autres.
C'est-à-dire qu'on sait que Pochettino, il l'avait d'ailleurs suffisamment dit sur les 6 premiers mois lors de son arrivée, qu'il ne fallait pas le juger sur son arrivée parce qu'il n'avait pas pu mettre en place ce qu'il aime faire, c'est-à-dire une vraie préparation physique lourde. Il y a des joueurs qui l'ont évoqué, je pense à Abdou Diallo qui a dit que c'était du sérieux. Costaud, et oui. donc Lionel Messi, ça veut dire qu'il peut reprendre au bout d'une semaine avec le Paris Saint-Germain sans donc avoir fait Mais juste une préparation. Parce que c'est Lionel Messi, c'est pas un joueur comme les autres. Voilà, je veux dire, tu prendrais l'exemple de Neymar qui a tendance de partir en vacances et de revenir chargé de quelques kilos de plus. Oui, là, l'argument, il est recevable. Sur l'explosivité, sur la musculature, la morphologie de Mbappé, oui, c'est recevable. Mais Messi, c'est un joueur hors norme, d'un point de vue athlétique et physique aussi. Tu vois toute sa carrière, le nombre de matchs qu'il a enchaîné. Alors, il y a les matchs, il y a aussi les temps de jeu. Tu vois, les temps de jeu depuis 20 ans sur Messi, cite-moi le nombre de fois où il se blesse. Voilà. Après, moi, je te dis pas de le faire débuter. Je sais que tu as raison, Pochettino, il veut des temps de préparation longs, 17 jours pour Mbappé avant son début à 3, ok, tout ça, d'accord. Mais Messi, c'est un cas à part. Et tu peux le faire jouer un petit peu. Et justement, Bernard, vous évoquiez Mauricio Pochettino. Il a justement évoqué l'intégration express de Lionel Messi et les dithyrambiques au sujet de l'Argentin. On l'écoute. La connexion était très rapide entre Léo et ses nouveaux coéquipiers. On sent qu'il y a un bon feeling, et pas seulement sur le terrain, aussi en dehors. Quand il y a du talent comme ça, on voit forcément ce type de connexion. François, est-ce qu'il doit être au moins, évidemment pas titulaire, mais est-ce qu'il doit être au moins dans le groupe face à Brest, Lionel Messi? Moi, je tendrais plus vers mon ami Biker qui est à droite. Messi, je le connais par cœur. Je l'ai vu. On rappelle que vous êtes spécialiste à Barcelone. Et je vis à Barcelone depuis 10 ans. J'ai vu toute l'évolution. Je pense que c'est risqué quand même. Il a 34 ans, Bernard. Il a 34 ans. Il a passé un été super nerveux avec son transfert. On sait que, avec les filles, ça peut casser. Et quoi de mieux aussi de débuter au Parc des Princes aussi. Moi, je trouve que ça renvoie. Non, c'est un peu juste. Ça renvoie 12 septembre. Pas tous en même temps. Toi, c'est sur Pas au Parc des Princes parce que il y a la trêve internationale et il y aura 3 matchs, je crois, pendant la trêve internationale. Et après, c'est Clermont-Ferrand au Parc. Mais par exemple, je trouve que le bon timing, moi, ça serait plus contre Reims la semaine prochaine où il soit dans le groupe. Après, il va partir en Argentine. Donc, il y a un match important contre le Brésil, notamment pour l'Argentine. Donc, qu'il soit dans le groupe, ne serait-ce que parce qu'après il va aller en Argentine et jouer, pour le signal c'est bien, après d'attendre le Parc des Princes, ça serait dommage qu'il joue en sélection et après qu'il... il a qu'une semaine dans les jambes, il a qu'une semaine dans les jambes. Alors évidemment il a qu'une semaine dans les jambes, mais quand on écoute, et c'est aussi important, les retours de Pochettino, de ses coéquipiers, et là je vais aller dans le sens de Bernard, il est plutôt affûté. Non mais il n'y a aucun risque qu'il fasse 10-15 minutes, Philippe. C'est quand même Messi, on a envie de le voir. C'est des enjeux qui dépassent le simple cadre du sportif. Il n'y a pas urgence, les enjeux on les connaît, c'est surtout qu'il soit au mieux à la mi-septembre pour démarrer en Ligue des Champions. Et c'est pas important qu'il joue avant la trêve internationale avec le PSG? Si, mais on vient de le dire, de l'évoquer, ça peut être à Reims avec une semaine supplémentaire de préparation. Je ne sais pas comment vous faites pour attendre. Quel est l'intérêt de... Et oui, c'est un vœu pieux, je l'ai dit, c'est un vœu pieux. Tu es un homme blasé, Philippe Santon. Tu reviens de vacances, ici le PSG, il n'a que des stars. Alors je te conseille, viens voir le football dans le bas. Viens un petit peu à Troyes, viens à Clermont, viens à Saint-Étienne. J'ai fait les débuts de Neymar à Guingamp, c'était formidable, j'avais adoré, c'était exceptionnel. Donc le fait qu'il débute à l'extérieur et pas forcément dans le stade, au Vélodrome ou au Groupama Stadium, c'est pas le problème. Ça peut être formidable qu'il débute à Brest ou à Reims, peu importe. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que je pense que le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque et que le faire débuter alors que tu as gagné tes 2 premiers matchs, il n'y a aucune pression. Et sur une fin de match, dans un match où ça se passe bien, sur une fin de match, un quart d'heure, 5, 10 minutes. Et si ça se passe pas bien? Non mais d'accord, mais alors, donc tu le laisses sur le banc, tu l'as fait déplacer à Brest pour rien. Il est grincheux. Le déplacement à Brest, tu peux l'encaisser quand même. Philippe, on a vu des équipes de qualité. Non, je veux dire pour un joueur, tu peux l'encaisser. Non, je parle pas de Brest. On va essayer une autre question. Admettons que le joueur, lui, et d'ailleurs c'était un peu le sens de sa présentation, il avait très envie de retrouver le terrain et on le voit. Si lui, il se sent prêt, est-ce que c'est pas justement le moment idéal pour lui donner 10-15 minutes pour qu'il s'acclimate à sa nouvelle équipe, à un nouveau championnat, François? Mais ce sera peut-être lui d'ailleurs qui va dire bon coach, moi je suis prêt, on y va. Voilà, je pense que la décision sera sienne au final. Je pense que c'est lui qui va dire moi je suis prêt, j'ai envie de jouer.
au final, Pochettino et dire bon d'accord, ok, bon, tu vas te lancer. Maintenant, je pense qu'il se connaît vraiment très très bien. Il sait, au Barça, il a joué pratiquement 30-35 matchs par saison. Et il se connaît par cœur. Si lui dit, moi je me sens prêt, je pense qu'il va débuter. Moi je trouve ça un petit peu tôt, mais évidemment, je ne suis pas Messi et c'est lui qui va mais de ce qu'on voit depuis le début de son arrivée, de la préparation, de l'entraînement qu'il fait, on ne voit pas un joueur qui est hors de forme, Bernard. Non, mais c'est ça, j'insiste là-dessus, mais c'est un joueur à part. Oui. Messi, c'est un joueur hors norme, déjà de par son gabarit, et puis de par sa musculature, et son hygiène de vie. C'est recevable, encore une fois, j'insiste là-dessus, si on veut faire des comparaisons. Il ne court pas beaucoup, en plus. Neymar. Oui, aussi. Non, mais quelqu'un comme Neymar, quand il coupe, lui, il coupe. Mais Messi, c'est pas ça. Je veux dire, Messi, c'est la quête absolue de la performance. Et crois pas que pendant un mois, il a fait comme toi, à siroter des cocktails sur la plage. Moi, j'ai pas fait ça, Bernard. J'ai fait les abdominaux tous les jours. Oui, ben ça se voit pas. Merci, Bernard. Alors, tu as fait les mêmes que moi. Ah, mais non, là, il faut pas mentir aux téléspectateurs, quand même. Bon. D'ailleurs, le problème, tu es habillé tout en noir. Donc, on voit bien. Non, mais pour être sérieux 2 secondes, voilà. Messi, c'est un cas par. Après, comme dit notre président vénéré, je veux dire, le risque de blessure. Et après, c'est moi le faillot. Non. Mais non, je mets au diapason. C'est factuel, là. Je mets à ton niveau. Après, je veux dire, oui, Messi peut toujours se blesser. Mais Philippe, il part du principe que s'il va jouer, il va jouer 90 minutes, il va enquiller à chaque fois 90 minutes. Non. D'ailleurs, en parlant de ça, Bernard... C'est un rêve. On est tous impatients de le voir débuter en Ligue 1. En tout cas, c'est extraordinaire. C'est certain, c'est que si on fait ce débat et si la question est posée, c'est que au sein du staff technique, médical, tout ça, la question se pose aujourd'hui. Voilà. Normalement, sur un déplacement à Brest, on ne fait pas un suspense incroyable sur le groupe et on le révèle soit avant la conf ou soit éventuellement en fin de journée avant le départ dans la ville. Là, la communication du Paris Saint-Germain nous a fait savoir, parce qu'évidemment, on voulait avoir un peu plus de... Vous étiez à la conférence de presse aujourd'hui, Philippe. Et donc, on a su en fin d'après-midi que très probablement le groupe nous serait annoncé vers 11h30 à peu près demain, donc assez tardivement. Ça veut dire que la question se pose et ça veut dire que en bonne intelligence, tout le monde va échanger. Et dernier test demain matin. Probablement, c'est l'intéressé qui prendra la décision. Et justement, vous parliez du staff médical. Je crois que Leroy a des informations à ce sujet avec le Paris Saint-Germain. Oui, alors on ne connaît pas encore le groupe, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il y aura 7 absents pour le Paris Saint-Germain, avec déjà Sergio Ramos et Colin Dagba qui continuent leur reprise progressive de l'entraînement. Leur retour à la compétition est envisagé après la trêve internationale. Et puis Juan Bernat a aussi repris l'entraînement collectif avec le groupe, mais il n'est pas encore prêt. Rico, Kurzawa, Le Tellier ou encore Teddy Allo sont également absents. Merci beaucoup, Leroy. Justement, Sergio Ramos, on en parlera dans l'équipe du soir. On évoquera son intégrité physique. Est-ce que vous êtes inquiet ou non? Ça sera plus tard dans l'équipe du soir. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait un duel entre Philippe Sansfourche et Bernard Lions. On va tout de suite découvrir le résultat de ce duel qui s'est imposé. On va voir ça. Et c'est Bernard. Bravo Bernard. Le vote des supporters de Brest. C'est Bernard. C'est un truc de dingue. Ça fait 2 ans que je fais l'équipe du soir. C'est une des rares fois que je vous ai vu gagner un duel. Je vous félicite. On va tout de suite partir. Et en plus, il a de l'humour. Et en plus, il a de l'humour. Bon, ça fait rire personne, mais c'est vachement bien. C'est Joe le taxi. C'est les supporters de Brest. Allez, on se retrouve Vas-y, Joe, pour la suite de l'équipe du soir avec notamment un gros thème sur l'Olympique de Marseille. A tout de suite pour la suite de l'équipe du soir. De retour sur la chaîne L'Équipe pour la suite de l'équipe du soir. Avant de parler de la folle fin de mercato de l'Olympique de Marseille, on va tout de suite aller voir Leroy Cabella puisque c'est la fin du suspense pour Lionel Messi selon une information du journal L'Équipe. Oui, ni Messi ni Neymar ne feront partie du groupe qui se déplacera à Brest demain. En revanche, Marquinhos, Di Maria, Verratti, Donnarumma seront de la partie demain soir à Brest. Plus d'infos sur le site L'Équipe. Vous allez donc sur le site L'Équipe pour avoir plus d'informations. Donnarumma, on en parlera dans l'équipe du soir. On va tout de suite poursuivre avec l'Olympique de Marseille et sa folle fin de mercato. Benedetto est parti. Il y a déjà eu pas mal de recrues puisque Longoria a amené 8 recrues à l'Olympique de Marseille. Avant de donner la parole à notre président et à nos chroniqueurs, on va aller voir un personnage qui suit très très bien l'Olympique de Marseille puisque c'est Mathieu Grégoire qui suit l'OM pour le journal L'Équipe. Bonsoir Mathieu. Ayo. Bonsoir Giovanni, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ça va très très bien, on s'apprête à rentrer dans le Money Time et ça va être intense. Est-ce que vous pouvez donner à nos chroniqueurs, aux téléspectateurs de l'équipe du soir, plus d'informations sur la fin de mercato de l'Olympique de Marseille?
On sait qu'on a eu un mercato à plusieurs étages, donc il y a eu 8 arrivées, 7 nouveaux joueurs, plus Léo Balerdi qui a été confirmé en transfert, qui était prêté par Dortmund, qui sont arrivés fin juin, début juillet, donc c'était le premier étage de la fusée. Depuis, c'était assez calme. L'OM essayait de vendre des joueurs pour pouvoir bouger sur ces derniers dossiers. Ils ont pas mal patiné pour l'instant au niveau des ventes. Donc là, ça va s'intensifier. Pablo Longoria attend une fin de marché plutôt fructueuse, notamment pour Nemanja Radonjic, Bouba Kamara et Douye Caleta-Car. On sait que Dario Benedetto s'est aussi envolé pour l'Espagne et Elche pour rejoindre le club qui est détenu par ses agents. Donc ça devrait se transformer en prêt avec option d'achat dans les heures à venir. Et à partir de là, on pourra, notamment si Benedetto et si Radonjic, qui est aussi sur le départ imminent, on pourra bouger sur les derniers dossiers que veut absolument clore Jorge Sampaoli, notamment Paul Lirola de la Fiorentina, le latéral droit. On sait qu'il avait été prêté en deuxième partie de saison dernière, et aussi sur d'autres profils, notamment le remplaçant de Benedetto, peut-être des joueurs de la pointe du type Daniel Vaz qui joue à Valence. Mathieu, on a une question du président Pierre Maturana. Oui, bonjour Mathieu. Est-ce qu'en plus des choses que tu avances, il y a peut-être des enseignements qui ont été tirés des 2 premiers matchs de championnat, peut-être des manques qui ont été un peu ciblés ou des choses comme ça qui peuvent aussi amener l'OM à étoffer son mercato ou pas du tout? C'est avant le match contre Bordeaux et après le match contre Bordeaux, et aussi en interne, Jorge Sampaoli a beaucoup insisté sur la volonté de continuer à étoffer l'effectif. Et notamment, il n'y a pas de grande nouveauté, Pierre, c'est beaucoup le nom de Paul Lirola qui est revenu sur le tapis, parce qu'il offrirait plus de variété offensive à Sampaoli dans son système, qui est quand même un système très précis. Et aujourd'hui, on voit que c'est Bouba Kamara qui est un petit peu le bouche-trou, entre guillemets, entre le milieu et le poste de latéral droit. Donc, il y a effectivement une urgence pour Sampaoli sur Paul Lirola, donc, qui est quand même un dossier assez nouveau. Assez lointain, pardon. Et au niveau des nouveautés, non, c'est plutôt, ça dépendra plutôt des départs. C'est-à-dire que si Caleta-Car s'en va, par exemple, il y aura la possibilité d'avoir un autre défenseur central pour avoir numériquement doublé l'axe à 3 derrière. Si Benedetto s'en va, c'est une question maintenant d'heure pour que l'OM officialise de son côté. L'OM n'avait pas encore bâti l'architecture du prêt avec option d'achat en milieu d'après-midi, donc ils sont en train de finaliser. Il y aura un remplaçant normalement de Dario Benedetto, mais par exemple, la priorité, c'est Paul Lirola. Là. Une fois que Benedetto et Radonjic s'en vont, normalement, on boucle Paul Lirola d'abord. Pour ce qui est de l'attaquant, l'OM, par exemple, peut encore attendre la toute fin de mercato, Sampaoli comptant sur Bamba Dieng pour épauler les attaquants marseillais actuels. D'accord, merci beaucoup Mathieu. Du coup, à la lumière des informations que vient de vous donner Mathieu Grégoire du journal L'Équipe, est-ce que vous attendez, messieurs, à une folle fin de mercato pour l'Olympique de Marseille, habillage à la marseillaise? Quand même, jump, ça se respecte. Philippe Sansfourche. Vous me régalez. Président Maturana. Ouais, plutôt oui. Plutôt oui. Bernard, ça m'intéresse. Pourquoi petit contrat? Parce que, comme l'a expliqué si bien à l'instant Mathieu Grégoire, le jardinier, félicitations pour sa déclaration, remarquable. C'est qu'ils ont quand même les pieds et les poings liés, parce que sur la première partie, ils étaient obligés, tout le monde a crié au génie sur ce qu'a fait l'OM, mais l'OM se retrouve avec énormément de fins de contrat, donc on ne pouvait pas débuter le championnat avec 15 joueurs, donc ils étaient obligés de bricoler avec des prêts payants, des prêts avec option d'achat. Ils ont bien bricolé quand même. Non, ils ont bricolé, mais ils ont bien bricolé. Non, mais je parle d'un point de vue financier et comptable. Là, tu vois bien que s'ils veulent passer un peu au stade supérieur, c'est une fusée à 2 étages. La première, c'est qu'il va falloir qu'ils vendent, qu'ils allègent leur masse salariale d'un côté, et de l'autre, qu'ils fassent rentrer des liquidités pour pouvoir acheter. Et ça reste quand même un petit peu compliqué, parce que le timing, plus les jours passent, plus le timing est serré. Alors je pense qu'ils ont dû finaliser, bon, Lirola, on a compris que le dossier était finalisé. C'était la grande priorité. Oui, mais ils ont besoin quand même de libérer et de la masse et de faire entrer l'argent. Et c'est pas si simple que ça, parce que jusqu'à présent, l'OM n'a pas très bien vendu. Donc Camara, ça fait une éternité qu'il doit être vendu. On rappelle qu'il ne reste qu'une année de contrat à Camara, donc oui, c'est important de le vendre. Le contrat, il n'a pas été vendu. Ah, on en parle depuis... C'est compliqué quand même François. de vendre actuellement. Personne n'a d'argent. En Espagne, ils n'ont pas d'argent. En Angleterre, ils en ont. Mais
super compliqué de vendre même un joueur comme Camara. Combien est-ce qu'ils en veulent 20 Je pense qu'ils espèrent entre 20 et 30, mais pour l'instant, les offres. Il y avait Séville qui le regardait, mais eux aussi devaient vendre et ça dépendait de tout ça. Moi, je trouve que le mercato de l'OM a été plutôt excitant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quand même une certaine émulation autour de ça, avec des joueurs nouveaux, des joueurs qu'on ne connaissait pas. Et ça, bravo à Sampaoli, bravo à Longoria. Philippe, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est une folle fin de mercato pour Marseille ? Moi, je trouve pour l'instant que ce mercato, cette intersaison est plutôt excitante du côté de l'OM, ça on est tous d'accord pour le dire. Mais parce que finalement, ils se sont renforcés pour l'instant dans le secteur qui leur faisait défaut depuis maintenant 2 saisons, c'est-à-dire le secteur de l'animation, le secteur offensif. Du coup, il leur reste des joueurs comme Radonjic, comme Benedetto, qui doivent partir logiquement, quitte à être remplacés ou pas. Mais à ce niveau-là, je trouve que ça a été plutôt bien réussi. Mais là, on est en train d'enregistrer de manière assez normale, comme si on s'habituait à l'idée que Camara va partir. OK, il y a la situation contractuelle, mais est-ce que c'est pas dangereux de faire partir finalement un joueur qui t'a stabilisé ton effectif, ton équilibre sur le terrain, qui, de l'avis unanime, va encore monter en puissance et tu pourras peut-être, si tu le fais re-signer, tu auras certainement une... Mais il re-signera pas. Non, mais je suis d'accord. C'est ça le problème. Oui, mais là, tu nous fais du football fiction. Alors, non, mais ce que je veux dire, c'est que le départ cumulé, si ça se fait, de Camara et Caleta-Car, c'est pareil. Pertes et profits Caleta-Car, mais sur les 2-3 dernières saisons, c'est quand même pas peut-être. Oui, mais il a été remplacé, Philippe. Luan Pérez est arrivé, Saliba est arrivé. On verra sur le long terme. Oui, mais après, c'est. Moi, je trouve que sur le plan défensif, il n'y a pas beaucoup de garanties. Quand en plus tu fragilises ton gardien numéro 1 avec l'arrivée d'un garçon dont on a. Paul Lopez. C'est sûr que c'est pas Paris qui le ferait. Je trouve que tu gagnes d'un côté, tu te mets dans l'interrogation. Peut-être pas encore dans la difficulté, mais il y a des interrogations notoires sur le plan de la défense, du gardien, du secteur de la récupération. Merci. Il avait dit lors d'une rencontre avec des supporters, Pablo Longoria, qu'il voulait 11 arriver, on est à 8. Donc jusque-là, il a toujours fait ce qu'il a dit. Maintenant, sur les ventes, pour moi, la seule chose qui tarde un peu, c'est par rapport à Camara. Sur Radonjic, a priori, il y a 2 offres. Donc il essaie de faire monter les enchères. Caleta-Car, il a un profil qui, en Angleterre, devrait plaire après savoir à quel prix. Pour moi, la clé, c'est Camara. Ouais. La clé, il y avait Liverpool aussi, on avait parlé pour Caleta-Car. Mais ils ont pris le choc de Schalke. Ouais, c'est ces 3-là pour lesquels ça va bouger. Après, moi, le dossier qui m'interroge le plus, c'est Lirola. Pourquoi ? Parce que tu sais depuis la fin de l'année dernière que tu veux le prendre. Lui-même, le joueur te dit que qu'il veut venir et il est toujours pas là. Et sur c'était la Fiorentina. Non, mais c'est 12 millions et c'est a priori, ça chapeauterait sur les détails de paiement, si je lis bien. C'est-à-dire que Marseille n'a pas d'argent pour le payer. Voilà. C'est ça. Mais parce que Camara, en fait, moi, me dérange pas trop. Par rapport à la disposition tactique qu'a Sampaoli, c'est-à-dire que quand tu attaques, tu as les 3 axiaux. Et en défense, en fait, c'est le milieu, c'est Camara qui va se positionner en latéral droit. En match amical, c'est Rongier qui l'avait fait contre Villarreal. Et en fait, comme c'est pas spécialement le poste de prédilection de Camara, si Camara part et que Lirola arrive, je crois pas que l'OM aura baissé de niveau. Bernard, vous vouliez réagir. Je vous voyais hocher la tête. Non, mais on en revient toujours à cette histoire de jeu demi-cadeau. Parce que les gens parlent toujours de... Le mercato, c'est forcément les arrivées. Non, le mercato réussi, c'est les départs et les arrivées. C'est une balance et un équilibre. Bien sûr. Surtout dans cette période post-Covid, je ne sais même pas si on doit dire post-Covid, où c'est un marché déflationniste, et on l'a tous vu, sauf pour les très hauts... type Paris, Manchester City. Puis très haut, les joueurs hors catégorie, où là on voit que c'est encore possible. Mais pour tous les joueurs moyens, qui vont alimenter le marché anglais, etc., vous parlez de Caleta-Car, c'est un très bon exemple. Il est tout le temps donné partout, il n'est jamais parti pour l'instant. Donc voilà, c'est un peu comme Sanson, à l'époque ils voulaient le vendre 25-30 millions d'euros, et puis ils l'ont vendu comme ils ont pu. Et Camara, c'est la même histoire. Et je suis désolé, mais ils ont besoin... les Marseillais, comme les autres clubs français, de faire rentrer les liquidités avant de pouvoir vendre. De pouvoir acheter, pardon. Et c'est toute la problématique, elle est là. Et encore une fois, le timing, il va être compliqué, quoi. Il va se rétrécir. En ce sens-là, ça peut être fou. Pierre, pour conclure, si jamais l'Olympique de Marseille ne fait que Lirola et que pour des raisons de finances, il n'arrive pas à faire un autre attaquant, est-ce que le mercato de l'Olympique de Marseille, pour vous, aura été réussi ? Tu veux dire Lirola est sans autre départ ? Oui, exactement. Je pense que c'est pas mal, oui. L'air de rien, on pourra se dire qu'à la fin, l'OM aura réussi l'équation hyper difficile d'à la fois assainir un peu les comptes avec comme quelques départs, des gros salaires, Benedetto, etc. Il fait un contrat.
Là, oui, mais d'accord, mais quand même, tu as saigné un peu. Et d'avoir fait sportivement. Non, mais dans ce cas-là, tu retiendras les bons coups sportifs. Tu diras, bon, voilà, il y a eu des arrivées, l'équipe de Sampaoli a pas mal changé, il a plutôt des joueurs qui l'avait voulu, donc ça sera plutôt un bilan positif. Donc, voilà. Il manque un 9 quand même. Hein. Non, alors justement, François, tu vas tout avoir non plus. François, très bonne remarque. Il manque un 9. Je crois que Leroy a une idée pour l'Olympique de Marseille, si je dis pas de bêtises. Pas mon idée, c'est celle de Fabrizio Romano qui vient de tweeter. L'Olympique de Marseille a ouvert les négociations avec Wang, l'attaquant des Girondins de Bordeaux. Wang est l'une des options évaluées par l'OM, selon le journaliste italien. Est-ce que ça vous plaît, ça, Wang, à l'Olympique de Marseille ? Oula. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, votre enthousiasme, Bordeaux va pas faire un prêt. Donc, parce que Bordeaux, ils ont tellement besoin d'oseille qu'ils vont pas faire un prêt. Ouais, pardon, d'argent. Et donc, ça va être un transfert. Et puis, combien ils vont demander ? Après, Wang, c'est un bon joueur. Hein. Il a fait des bons débuts. C'est pour ça que je suis un peu étonné de votre manque d'engouement. Non, mais effectivement, c'est comment ils vont le payer, quoi. Mais quand on lit Sorloth, quand on lit d'autres joueurs comme ça, enfin moi. Andy Delors aussi. Andy Delors, je préfère voir Delors ou Sorloth que Wang, même si c'est un bon joueur. Mais il a quel âge de Wang ? 28, 29, non déjà ? Il a 27 ans. Mais par rapport à ce que. Andy Delors en a 30. 29, Andy Delors. Au mois d'octobre, il en a 30. Plus confirmé quand même. Non, mais actuellement, Bernard Lyons. Il est plus proche des 30 que des 29. Oui, mais il a 29 ans. De mauvaise foi. Mais pas du tout. Jolo Taxi. Mais j'essaye d'être précis, monsieur Lyons. C'est bien, Jolo Taxi. Fonce. Voilà, on va changer de thématique. On va retourner au Paris Saint-Germain. On va parler de Donnarumma et Keylor Navas. Il sera peut-être une grande question de concurrence au sein des gardiens du côté du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, je pense que n'importe quoi, le portier italien s'est exprimé aujourd'hui, Leroy. Dans le Corriere dello Sport, une interview avec des phrases fortes, notamment au sujet de la Ligue des Champions. D'abord, regardez ce qu'il déclare. La saison passée, Paris n'a pas gagné la Ligue 1, mais le vrai objectif en est un autre, la Ligue des Champions. Et puis l'Italien a également évoqué la concurrence avec Keylor Navas. C'est une motivation supplémentaire, c'est quelque chose qui me fascine. Et ça pourrait commencer dès ce week-end, parce que Donnarumma est dans le groupe pour affronter Brest avec le Paris Saint-Germain. Alors nous, on est gentils dans l'équipe du soir, on propose des solutions à Maurizio Pochettino et on a une hypothèse pour lui. Est-ce que donner la Ligue 1 à Keylor Navas et la Ligue des Champions à Donnarumma, ça serait le meilleur compromis pour le Paris Saint-Germain ? Philippe Sansfourche. Non. Pas du tout. Non, je pense pas. On développe là, toi, ça ? Non, est-ce qu'on peut être honnête dans cette émission ? Bien sûr, transparent. Est-ce qu'on peut être honnête ? C'est pas le principe de cette émission. Mais on ne va pas galvauder les fonds baptismaux de cette émission. C'est la chute d'un papier de Dominique Sévrac, qu'on embrasse chaleureusement dans le Parisien, et il proposait cette hypothèse-là, que je trouvais intéressante. Avec ironie, parce que, faute de grive, on s'en remet à ce qui reste. Mais c'est pas une bonne idée. C'est une expression, ça ? Faute de grive, on s'en remet à ce qui reste ? Ouais, on mange de merde. Non, c'est la pire solution possible. En vrai. C'est la pire. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es mis dans cette situation, qu'est-ce que tu as comme possibilité ? C'est enfer. C'est-à-dire qu'effectivement, finalement, ça a trop bien marché. Et Donnarumma, il t'est arrivé comme un paquet cadeau. Et derrière, il fait l'euro qu'il a fait. Donc tu te retrouves dans une situation. Essayons de penser de manière logique dans un monde normal. À partir du moment où tu décides de prendre Donnarumma, où tu vois ce qu'il donne à l'euro, c'est-à-dire que finalement, les quelques doutes qu'il pouvait encore y avoir sur lui ont été levés et tu peux penser que ça va être un gardien solide parmi les meilleurs pour les peut-être 10 années à venir. Tu peux l'envisager. En tout cas, il t'a donné suffisamment de garanties. Tu vas au bout de ta réflexion et là, tu préviens Keylor Navas qui va devenir numéro 2 par rapport à son âge, pas par rapport à ce qu'il a fait, mais que tu as un immense respect pour ce qu'il a donné au club depuis son arrivée, puisque ça faisait 10 ans que tu courais après quelque chose de solide et que lui te l'a apporté. Et donc, tu lui donnes le marché en main. Tu lui dis, voilà, est-ce que dans ces conditions, tu acceptes cette concurrence ou est-ce que tu souhaites trouver une porte de sortie et auquel cas, il y aura un vrai numéro 2 pour Donnarumma. Mais rentrer dans cette saison avec cette équation-là, pour moi, c'est suicidaire. Mais tu fragilises les deux. C'est pour ça qu'on adore le Paris Saint-Germain version QSI. C'est formidable. On a passé des années à commencer sur ce plateau par dire qu'il y a un vrai problème en défense. Ouais. On a un vrai problème en défense, notamment le gardien de but. Là, ils sont arrivés de façon magistrale, parce qu'il fallait le faire venir quand même, Navas, à régler ce problème. Il n'y a plus aucun problème. Avec le duo avec Rico, ça fonctionnait bien. Navas, tu sais qu'il peut encore durer 1 an ou 2. Et parce que tu as une opportunité de marcher avec Donnarumma, parce qu'il faut quand même rappeler qu'ils prennent Donnarumma, pas parce qu'il le voulait absolument, mais parce qu'il était libre. Et qu'un joueur de ce niveau-là, avoir la possibilité de le prendre, c'est que tu fais un coup. Mais du coup, tu te rajoutes... beaucoup quand même.
tu fais un coup, tu fais un gros coup. Mais sauf que tu mets un coup sur la tête, un secteur de jeu que tu avais réglé, c'est-à-dire le poste de gardien de but. C'est pas suicidaire, hein, c'est pas suicidaire. J'ai jamais dit ça. Non plus. C'était suicidaire. C'était Philippe. Je dis qu'ils se sont recréés un problème là où il n'y en avait pas. Le Barça l'a fait en 2015, avec Ter Stegen et Claude Bravo. Ça s'est très bien passé une année. Voilà. Une saison. Et c'est quasiment le seul et unique exemple. Tu peux faire ça une saison, et il avait donné la Ligue des Champions, c'était Luis Enrique à Ter Stegen et la Liga à Bravo. Là, peut-être le même niveau. Différent. Les deux joueurs, les deux gardiens, pour toi, c'était le même niveau? Oui. Non. Ah ouais. À l'époque, oui. Donnarumma, aujourd'hui, c'est le même niveau que... Keylor Navas, bien sûr. Bien sûr. Vous les mettez... Je te parle de la doublette, moi, à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, Keylor Navas, c'est pratiquement ce qui se fait de mieux en Europe. Toujours, Et Donnarumma, de ce qu'il a montré à l'Euro, bon, on lui a donné le titre de meilleur joueur, parce que du coup, Sterling, il a perdu, vous ne savez pas comment faire, dans la précipitation, on lui a donné. Pas immérité quand même, Bernard. Mais j'ai pas dit que c'était mérité. On peut quand même donner un éclairage aussi. On peut quand même dire pourquoi il a été. Non, mais là vous influencez. S'il avait perdu la quand finale même, au Pénoche, il aurait donné à Sterling. Point barre. On a le droit de le dire, on n'a pas le droit de le dire. Faites ce que vous voulez, c'est votre émission, Bernard. Bernard. Parce qu'il est devenu un joueur du PSG, qu'il faut dire que tout ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Vous êtes marrant de l'autre côté. Quelle mauvaise foi. Et pour en revenir là, moi je pensais qu'il avait pris, je veux dire le fond de ma pensée, je pensais qu'il avait pris parce que c'était une opportunité de marché. Et le prêter. Ils allaient le prêter dans un grand club. Ils laissaient finir Navas pépère avec Rico pendant 1 an ou 2. Et après, ils installaient Navas pour Donnarumma pour quelques années. Et là, je trouve qu'ils se sont mis une épine dans le pied. Pierre, donc on est d'accord. Non, mais c'est complètement ça. Puis il y a un truc mathématique, c'est-à-dire tu vas dire à Navas, tu prends la Ligue 1, qui est quand même un peu moins sexy que la Ligue des Champions, l'air de rien. On te dit à chaque fois que Navas, c'est le joueur spécialiste de la Ligue des Champions, ça fait des années qu'on dit ça, qu'il va t'aider à la gagner, etc. Et d'un coup, tu dis, quand même, en fait, Barça, le Bayern, et en fait, on va dire, non, t'es très bien pour gagner la Ligue 1, donc à Francis Leblé, etc. Par contre, pour la... méchant pour Francis Leblé. Non, mais parce que voilà, il commence là. Mais en revanche, la Ligue des Champions, on va laisser à Donnarumma. Mais même dans le raisonnement... Je trouve que c'est étrange. Et en fait, t'as envie de te dire, faites l'inverse dans ce cas-là. Exactement, c'est-à-dire que tu dis, la C1 pour Donnarumma, je me souviens pas qu'il l'ait déjà joué. Le Milan, non? Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire que tu dis à un mec qu'il l'a gagné 3 fois. 4 fois avec le Real. Voilà, qui en plus a été décisif tout le temps. Tu lui dis, toi, tu vas prendre la Ligue 1 et on va donner la C1 à un joueur qui est très fort mais qui ne l'a jamais joué. Donc c'est pour ça que je trouve que le raisonnement, moi, ne tient pas. Tu choisis, c'est l'un ou l'autre. Et si ça se passe mal en Ligue des Champions, tu t'arrêtes en 8e, tu fais quoi pour la suite? Enfin, toi, on l'a vu avec Buffon. Dès le départ, tu te mets une barrière qui est dingue, chapeau 2, n'oubliez pas. Tu peux débuter le 16 septembre contre City à Manchester. Alors, donc si j'entends bien vos avis, on doit donc partir avec Keylor Navas numéro 1 et donc Donnarumma qui vient d'être champion d'Europe avec l'Italie et meilleur joueur, il doit accepter d'être... En tout cas, tu dois choisir un numéro 1. Voilà, tu choisis un numéro 1. Non, c'est compliqué parce que tu as 2 top niveaux. Alors tu choisis entre Donnarumma et Navas, t'es obligé. Tu t'es mis dans cette vous êtes Pochettino, vous choisissez qui? Moi, je vais sur Navas, mais... Si je suis Pochettino, je suis le garant de la performance sportive sur le terrain et par rapport à ce que m'a donné Keylor Navas la saison passée, évidemment que je vais sur Keylor Navas, mais je crée un problème dans le groupe qui est évident. Donc ça veut dire que si on met Donnarumma sur le banc, François, pour vous, c'est un problème dans le groupe dès cette année? Non, on refait comme a fait Luis Enrique avec le Barça, Donnarumma en Ligue 1 et Keylor Navas en Champions League. Non mais Keylor Navas, il ne peut pas disputer que la Ligue des Champions. Et pourquoi pas? Il va avoir envie de continuité, non? Non, pas forcément, non. S'il a la garantie de jouer les matchs à Manchester, au Barça, au Real Madrid, tout ça, il a 35 ans 34 ans, Keylor Navas. Et ben voilà, il va et Donnarumma, il va se dire, d'accord, je ne joue pas la Ligue des Champions. Et ben il la jouera l'an prochain, et peut-être que le prochain, ils casseront le contrat de Keylor, et voilà, mais au moins, alors juste c'est une garantie. Par rapport au contrat de Keylor Navas, la complexité en plus de la chose, c'est qu'il a prolongé le 21 avril dernier jusqu'en 2024, donc il vient d'être prolongé par son club. Pas longtemps, 3 ans. Non mais Bernard, vous disiez ironiquement, rien que le fait qu'on en parle, c'est que c'est un problème. Pour vous, est-ce que ça peut pourrir la saison du Paris Saint-Germain? Ça, c'est pas ironique. Oui. Moi, c'est pour ça que je trouve que c'est extraordinaire la gestion sportive du Paris Saint-Germain. Non mais est-ce que ça peut pourrir la saison du PSG? Bien sûr que ça peut pourrir. Pourquoi? Mais parce que Donnarumma, il arrive quand même auréolé d'un tout autre statut. Il est champion d'Europe quand même. Donnarumma, pardon, j'ai dit qui? Areola. Non, on vole. Tout à l'heure, il est à West Ham. Parce que j'étais en train de penser, j'ai dit, tant qu'ils y sont, ils ont là, il est champion du monde. Ils ont que faire prolonger Draxler. Enfin, un truc de fou. Mais là, ça va forcément poser un problème, parce que Donnarumma, il arrive avec un statut différent, et que c'est quand même fait partie à son âge d'un des tout meilleurs, et que Navas, il avait résolu un problème qui était mais récurrent au Paris Saint-Germain. Je ne comprends pas comment ils sont tirés de Il y a des messages différents qui courent à l'intérieur du club en ce moment. Le discours qui est tenu aux 2 joueurs, et d'ailleurs qui a été tenu par Mauricio Pochettino quand il a été interrogé sur cette question-là il y a quelques temps, c'est de dire
ce sera comme pour des joueurs de champ. Il y a une concurrence qui est ouverte, on est dans un grand club, les meilleurs sont là. On sait très bien que ça n'existe pas, mais en tout cas, c'est le discours officiel. C'est ce qui a été tenu à Donnarumma pour qu'il signe, et c'est ce qui a été tenu, on va dire, de manière assez honnête à Keylor Navas en disant, voilà, il y a un grand gardien qui arrive. Ce sera aussi le jeu de la concurrence. En revanche, il se dit que Leonardo peut parfois avoir, vis-à-vis de l'extérieur, un autre discours. C'est-à-dire en disant que pour l'instant, Keylor Navas avait donné suffisamment de garanties et qu'en gros, il gardait quand même une longueur d'avance et que l'idée, c'était d'intégrer progressivement Donnarumma, de faire une saison un peu bon an mal an comme ça avec 2 top gardiens et qu'après, peut-être que Navas pourra trouver une porte de sortie et qu'on pourra faire monter en puissance Donnarumma. Sauf que c'est pas si clair que ça dans les faits. C'est pas si clair que ça dans les faits et c'est pas le discours qui est tenu aux joueurs. Donc tu es dans un truc qui est potentiellement une bombe à retardement. Et puis Keylor Navas est super apprécié dans le groupe parisien. C'est un des joueurs cadres. Également. Il est très apprécié par Messi, ils se connaissent très bien, par Verratti. C'est un peu il est très. C'est pour ça que c'est impossible de le déboulonner tout de suite. Non, c'est impossible. Mais alors, je pose la question différemment par rapport à Donnarumma. Donnarumma est libre. Un gardien de cet âge-là, avec ce niveau-là, en termes de transfert, quand il a un long contrat, c'est 50, 60, 70 millions d'euros. On ne peut pas non plus reprocher au Paris Saint-Germain d'avoir saisi cette opportunité. Non, c'était une opportunité de marché, c'est très bien joué. Mais donc ils sont capables quand même, moi je veux bien, il y a un entraîneur qui est en place, il signe au Paris Saint-Germain, il ne signe pas à Dunkerque. Oui, mais Messi n'avait pas encore signé. Mais d'accord. Ah non, c'est pas l'entraîneur, pardon, du PSG. Parce que notre ami espagnol nous a embrouillé l'esprit. Non, mais Pochettino, Bernard, c'est lui qui est décédé. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il est quand même capable de gérer ce type d'égo-là, Maurizio Pochettino. Vous ne croyez pas? Ben oui, enfin, il faut espérer, quoi. Ah d'accord. Non, mais il faut. Non, mais après les égos, moi je vois pas Donnarumma arriver pour cirer le banc toute la saison. Mais il va jouer en Ligue 1. Oui, il va jouer. Ou alors on restaure la Coupe de la Ligue. Comme ça, il prend les coupes, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Il faut être sérieux au moment. Il a jamais joué à ça, évidemment qu'il va la jouer. Il a une opportunité extraordinaire de la jouer, peut-être d'aller au bout. Il la jouera l'an prochain, voilà, c'est tout. Oui, mais c'est des champions les mecs, c'est des gros égos quand même, c'est pas. Et par rapport, Philippe, au retour que vous nous faisiez du groupe, Donnarumma, il s'est rapidement acclimaté, il est déjà apprécié. Comment ça s'est passé son arrivée? A priori, j'ai pas de retour spécifique sur l'intégration de Donnarumma, mais ça n'a pas l'air d'être un garçon qui pose problème, qui est très aimé en sélection, ça se passe très très bien. Il est évidemment boosté par ce titre, accompagné par Marco Verratti. Il est dans des conditions, lui aussi, qui sont assez optimales pour débuter. Le problème n'est pas là. Le problème, il est effectivement dans cette relation de confiance que Keylor Navas avait su instituer avec le staff, avec globalement tous les autres joueurs, avec sa défense, avec le public, avec voilà, ce problème qui a 10 ans au Paris Saint-Germain, il était enfin réglé. Et là, il revient sur la table. Ça va être un serpent de mer tout au long de la saison. Et Manu, est-ce que vous croyez au fait que Donnarumma, sportivement, déloge Navas dès cette année? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, mais il va sentir son souffle, de toute façon. Quel que soit celui qui va jouer, il va avoir le souffle de l'autre derrière. Par contre, il y a le PSG avait essayé ça aussi un peu avec Buffon à l'époque, qui était plus là pour la C1. Ça n'a pas été une réussite. Moi, à la limite, il faut trancher dans le vif, c'est-à-dire que quel que soit le choix, il sera commenté et critiqué, mais je pense qu'il faut trancher dans le vif. Il y a un numéro 1, un numéro 2. On va tout de suite rejoindre quelqu'un qui va trancher, lui, vraisemblablement. C'est Jérôme Alonso, qui connaît bien le Paris Saint-Germain et qui connaît bien le poste de gardien de but. Jérôme, pour vous, le côté la C1 pour Donnarumma et la Ligue 1 pour Navas, c'est pas tenable, même pour un an? D'abord, bonsoir, messieurs. Je me régale depuis 10 minutes. Parce qu'en fin de compte, tous les arguments sont bons, mais on n'a encore trouvé aucune solution. Et pourtant, vous avez dit des choses parfaitement légitimes et logiques, tant sportivement qu'humainement. Mais effectivement, il n'y aura pas de bonne solution. Donc, il va falloir trouver la moins mauvaise. Et la moins mauvaise, effectivement, pour moi, alors je suis désolé, j'ai pas le retour plateau en image, j'ai que le son, donc je ne sais pas qui a dit quoi, mais j'ai entendu que plusieurs disaient que la solution de donner un peu à manger à l'un et un peu à manger à l'autre n'est pas la bonne solution. C'est ça. Malheureusement, messieurs, dans l'histoire du foot moderne, les quelques clubs qui ont réussi ce pari-là, c'est en déterminant à l'avance qui allait jouer quoi, et en donnant un petit peu à grignoter aux uns et aux autres. Je pense notamment, vous l'aviez dit, à Ter Stegen et Bravo au Barça, même si effectivement la paire parisienne est bien plus forte à mon sens cette année. Donc pour moi, et pour s'acheter une paix sociale, pour s'acheter aussi une paix sociale dans le vestiaire, je pense que de déterminer à l'avance qui jouera quoi est pas une mauvaise solution.
peut-être la moins mauvaise. Et je pense que jouer la concurrence à fond sur ce poste-là, avec ces deux champions-là, c'est trop risqué. Parce que vous allez faire quoi? C'est-à-dire que le premier qui rate un corner sort au détriment de l'autre le match d'après. C'est compliqué. Donc, et encore une fois, j'ai entendu tous les arguments des copains autour de la table et tout est audible. Mais le PSG, c'est acheter un gardien extraordinaire. Mais je pense aussi c'est acheter quelques problèmes parce que deux monstres comme ça, dans le même poste, dans le même vestiaire, ça va être compliqué. Je rejoins les copains. Si je devais partager, je mettrais effectivement, je mettrais Navas en Champions League parce que Navas en Champions League depuis 6 ans, c'est 4 victoires, une finale, une demi. Donc c'est un monstre dans cette épreuve-là. Donc si je devais partager championnat de Champions League, effectivement, entre la peste et le choléra, mais je mettrais Navas en Champions League, effectivement. On peut dire que Navas a un pédigré solide en Ligue des Champions. Merci beaucoup, Jérôme. Excellente fin d'après-midi. Je crois que vous êtes plutôt bien au soleil, non? Il a la main verte. Ouais, écoutez. Mais messieurs, vous avez reçu les invitations, je vous attends pour le barbecue ce soir. Très beau Banani. Formidable. Merci beaucoup, Jérôme. On va tout de suite rejoindre Leroy Cabella pour le mercato de Ligue 1 avec le Bayern Munich qui serait très intéressé par Thilo Kehrer. Et il serait même d'accord, c'est ce qu'on apprend dans l'équipe ce matin. Le Bayern veut à tout prix Thilo Kehrer après avoir notamment perdu Benjamin Pavard sur blessure. Kehrer serait séduit par le projet bavarois. Le Bayern qui serait prêt à proposer une douzaine de millions d'euros pour l'Allemand. L'accord serait sur une durée de 3 années. Nouvelle et pour Paris et pour Kehrer. Bah oui. Surtout au moment où il vient d'enchaîner 2-3 matchs où il a été bon, ce qu'il n'a jamais réussi à faire depuis qu'il est arrivé. Mais non, trêve de plaisanterie, évidemment que ce serait enfin un soulagement pour le club. Pour lui aussi, parce que je pense que même si ce n'est pas le plus grand défenseur de l'histoire de l'Allemagne, il a été raillé à un point qu'à mon avis il ne mérite pas. Je pense qu'il y a quand même une forme de traumatisme. Il y a un juste milieu. Et que pour lui, ce serait bien aussi de rebondir et de rebondir dans un club. Il a été raillé à ce niveau-là du montant déboursé pour l'acheter aussi. 37 millions d'euros. Oui, mais il n'en est pas responsable. Non, je n'ai pas dit qu'il était responsable, mais donc du coup, ils vont le revendre 3 fois moins cher. Donc en termes d'amortissement, c'est encore une fois de plus une énorme réussite. Et c'est là où on va se rendre compte finalement. Mais c'est pas là-dessus qu'on juge que c'est un super central. J'ai le droit de le juger, moi. On parle de transfert de mercato. Il faut, c'est de pas démarrer avec 45 joueurs sous contrat dans le vestiaire. Donc, pardon. C'est de ne pas démarrer la saison avec 45 joueurs sous contrat dans le vestiaire. Mais du coup, si tu as une blessure, je sais pas, Marquinhos ou Hakimi, soyons fous, Sergio Ramos. Ramos, non, je veux dire. T'as plus grand choix, effectivement. Non, mais est-ce Zagba que remplacer même par un joueur moins cher ou ce genre de choses, pas du tout. Il y a l'option Danilo en défense centrale que Thomas Tuchel appréciait particulièrement. Oui, mais là on parle surtout à droite. En défense centrale, il n'y a pas trop de soucis, c'est plutôt à droite. À droite. Non, mais à droite, vous avez Hakimi. Dagba. Oui, il y a Colin Dagba quand même. Il y avait, mon cher Leroy, beaucoup de rumeurs sur Burak Yilmaz. Finalement, il devrait rester au LOSC. Oui, Jocelyn Gourvenec qui l'a affirmé en conférence de presse, son attaquant ne partira pas. C'est plutôt une bonne nouvelle. J'échange beaucoup avec lui et j'ai discuté avec lui hier et il me l'a dit qu'il était dans le projet et qu'il veut rester ici et qu'il se sent bien ici. Donc pour moi, c'est un non-sujet. C'est un ouf de soulagement pour Lille, non Manu, pardon. Oui, bah, en plus avec un début de saison compliqué, l'homme fort de la saison dernière. Oui, après, c'est logique qu'il reste parce que même s'ils ont un début de saison, le dernier match compliqué, bah, il va jouer la Ligue des Champions. Il est dans un endroit où il est bien et où il est très apprécié. Le ouf de soulagement, c'est s'il y avait une inquiétude quant à son départ. Bah, il y en a eu un peu parce que Christophe Galtier le désirait un peu. Vous croyez pas, Bernard? Pas trop, non. Vous étiez convaincu qu'il allait rester? Non, je suis convaincu de rien. Moi, en matière de. Qu'on se mette bien d'accord. Bah oui, c'est pour ça. Tant que c'est pas signé, je suis convaincu. Je suis convaincu de rien. Tout est possible. D'accord. Et donc vous m'avez coupé pour dire ça? Oui. Merci beaucoup. Leroy, Lille a trouvé un nouveau gardien, un successeur à Mike Maignan. Oui, il s'agit d'Ivo Girbic, l'ancienne doublure de Jan Oblak à l'Atlético de Madrid. Il arrive en prêt avec une option d'achat à 7 millions d'euros. Jocelyn Gourvenec a présenté son nouveau gardien en conférence de presse. On l'écoute. C'est un gardien avec de la personnalité, qui a de l'envergure, qui est dynamique malgré sa grande taille. Mais c'est un peu le profil des gardiens modernes aussi. C'est un gardien vivant, qui est bon au pied aussi, qui a une bonne lecture du jeu, qui est bon dans le commandement. Pour vous, Léo Jardim, ça faisait pas l'affaire cette année à Lille pour une saison en Ligue 1? Bah, s'ils sont allés chercher la doublure de Jan Oblak, non, a priori. Il a très peu joué à Madrid. C'est dur en même temps d'exister derrière Jan Oblak, qui est peut-être le meilleur au monde. On va voir ce qu'il donne. Il arrive avec option d'achat, ils ne prennent pas trop de risques.
On va voir. Par contre, un gardien vivant. Ouais. Oui, c'est un gardien. Le gardien vivant. J'aurais pu prendre un épouvantail. Allez, messieurs, on va avancer. L'Atlético qui a déjà trouvé un remplaçant, enfin la nouvelle doublure de Jan Oblak. Oui, c'est Lecomte, le gardien de Monaco, qui va rejoindre l'Atlético de Madrid. À 30 ans, il va découvrir pour la première fois le championnat d'Espagne, le championnat étranger. Il rejoint donc le champion en titre pour un prêt d'une saison. Pierre, je vous vois dire pas mal. Ouais, bah, c'est bien pour lui. C'est un bon joueur aussi pour Atlético en doublure. Après, c'est compliqué. La Ligue des Champions pour Lecomte et la Liga pour Oblak. Non, ça ne marchera pas comme ça. Non, mais c'est bien pour les deux. Leroy, on reste à Monaco, un départ. Oui, celui de Pellegrini qui devrait rejoindre l'AC Milan selon la Sky Italia. Il garde une bonne cote en Italie malgré ses blessures et son manque de temps de jeu en Ligue 1. On rappelle que l'AS Monaco l'avait acheté 25 millions d'euros. Vous parliez de flop tout à l'heure, Bernard. Ça, c'est une immense déception parce que c'était un espoir du foot italien. Bah, c'était surtout une immense espérance. Ouais. Après, il a été beaucoup blessé. Faisait partie du gros training joueur de l'AS Monaco. Maintenant, attends, il est jeune. Il peut se refaire la cerise et revenir. Il faut espérer qu'en termes de... Après, il faut vraiment le juger le jour où il sera en pleine possession de ses moyens, parce que c'est quand même un joueur de qualité. On l'a vu, effectivement, même si on l'a trop peu vu. La Première Ligue qui aime toujours autant Oussama Aouar, Leroy. Oui, Tottenham est prêt à passer à l'action pour le Lyonnais. Apparemment, Lyon serait à l'écoute, selon le Mirror. Les Spurs sont en très bonne relation avec les dirigeants lyonnais depuis le transfert de Tanguy Ndombele. On parle d'une indemnité de 25 millions d'euros. Manu, ça serait une bonne idée, ça, pour Oussama Aouar, d'aller à Tottenham? Ouais, ça serait une bonne idée pour les deux. Après, c'est le timing qui est amusant entre le côté Lyon veut s'en séparer et là, Tottenham qui arrive et qui offrirait 25 millions. J'ai quelques doutes sur ce timing-là, mais en tout cas, pour lui, de rebondir ailleurs qu'à Lyon, oui. Philippe, c'est quand même incroyable quand on pense que ce garçon était annoncé à Manchester City, à la Juve après le Final 8 et que là, on est en train d'espérer une offre de 25 millions de Tottenham. Oui, mais il va falloir rebondir parce que c'est une carrière qui est en train, c'est une courbe qui n'est pas positive. Il faut se souvenir qu'il était quand même identifié après le départ de Nabil Fekir comme l'homme qui devait porter à bout de bras cet Olympique Lyonnais, qu'on lui promettait monts et merveilles même en équipe de France. Pour l'instant, que ce soit à Lyon ou en équipe de France, ça plafonne. Ça plafonne. C'est plus que ça plafonne, c'est que sa place est remise en cause dans le groupe, sportivement, dans les vestiaires. Il n'a pas une cote non plus toujours auprès de certains joueurs. C'est un garçon qui a besoin d'un deuxième départ parce que le talent, il est là, on le sait. Rennes qui s'est offert un gardien, Leroy. Oui, un gardien de 18 ans de Kayseri Sport, c'est Dogan Almedar. Le club turc l'a annoncé lui-même sur Twitter. Et puis un probable départ à Rennes, celui de Brandon Sopi qui est approché par Watford et l'Udinese. Sopi veut partir à l'étranger, serait proche d'accepter l'offre du club italien. J'ai aussi en fin de mercato pour l'OGC Nice, mon cher Leroy, avec notamment Andy Delors. Oui, avec notamment déjà quelques départs aussi. Bambou est sur le marché, Maolida ne sera pas retenu, Kefren Thuram est lui pisté par Francfort. Et puis, vous l'avez dit, Andy Delors est la priorité de Christophe Galtier selon RMC, mais aucune offre pour le moment. Il y a noté que l'Olympique de Marseille, que Delors voudrait apparemment rejoindre l'Olympique de Marseille selon l'équipe. Alors du coup, Andy Delors qui quitte Montpellier, il est annoncé du côté de Nice où Galtier, comme Leroy l'a dit, en ferait sa priorité. Il aurait aussi envie de rejoindre l'Olympique de Marseille. Pour vous, quelle destination vous excite le plus? Il a répondu Nice, c'est Manu Longeon et il a 1 minute pour vous convaincre. C'est à vous, Manu. Alors, la destination que je préfère pour Andy Delors, c'est Montpellier, parce que je suis montpelliérain et qu'il est très bien ici. Maintenant, à choisir entre Nice et Marseille, il y a quelque temps, après Caen, Marseille n'avait pas les moyens de le faire et ça aurait été le bon timing. Aujourd'hui, Andy Delors à l'OM, il se retrouverait en concurrence, puisqu'il joue avec un seul axial, avec Milik, qui est un peu blessé, mais je trouve que le meilleur choix, ça serait d'aller à Nice avec un coach qui le veut depuis un petit moment et qui l'apprécie depuis longtemps, qui est Christophe Galtier, dans un projet qui est en plein développement. Et donc c'est pour ça que je trouve que l'OGC Nice serait une bonne idée pour Andy Delors s'il devait quitter Montpellier. Mais au jour d'aujourd'hui, renseignement pris, il y a absolument 0 offre de Nice, de Marseille, ni d'ailleurs, qui sont arrivés sur le bureau de Montpellier. Mais à choisir entre l'OM et Nice, si je devais choisir, moi, ma priorité, ça serait, ma préférence irait à Nice.
On l'a bien compris. Donc si vous êtes d'accord avec Manu Longeon pour une préférence pour l'OGC Nice, pour Andy Delors, vous votez Nice. Et puis si vous voulez voir l'Olympique de Marseille, évidemment, vous votez Marseille. On va faire un tour de table pour savoir si vous avez convaincu vos amis chroniqueurs. Philippe Sansfourche. Les arguments peuvent s'entendre, sont bons, mais vous, c'est Marseille. Il y a vraiment la tête du joueur qui porte le maillot de l'OM, quoi. Ouais. Et la tête, le profil, tout, la volonté, tout. François ? Je comprends ce que veut dire Manu, c'est rationnel, mais qu'est-ce que ce serait kiffant quand même de voir à l'OM avec son caractère, attaquant super complet, ce serait parfait. Bernard ? Là où il va aller jouer, où il rêve de jouer, c'est Marseille. C'est Marseille. Ça fait 10 ans qu'on entend des interviews de Delors qui dit je veux aller jouer à l'OM. C'est le moment. C'est pour aller jouer juste à côté, bon. Mais alors, je comprends, merci beaucoup messieurs, je comprends parfaitement ce que vous me dites, mais le fait d'aller rejoindre Galtier à Nice, qui est un super projet, là où il va avoir du temps de jeu, Bernard, ça vous excite pas du tout ? Ah mais j'ai pas dit que ça m'excitait pas. Je me suis rangé derrière le rêve côté OM. Du joueur d'Andy Delors. Et c'est vrai que c'est un joueur qui a l'ADN de l'OM. Après, j'ai pas dit que c'était pas bien et que ça m'exciterait pas de le voir jouer à Nice. Surtout que Christophe Galtier avait déjà essayé de le faire venir plusieurs fois à Saint-Etienne. Que c'est un projet porteur quand même Nice, parce qu'on a déjà l'impression de dire Nice, mais quand tu vois ce que pèse Radcliffe, tu vois qu'il y a énormément d'argent. Moi, dans tout ce dossier, ce qui me surprend le plus, ce qui m'interroge, c'est le jeu dangereux auquel joue Montpellier. Lequel ? Montpellier, si on a bien compris l'histoire, nous explique qu'ils n'ont aucune offre de Delors, ce qui est faux, parce qu'ils ont déjà moins reçu de 3, de l'OM, de Nice et de Chiffré et de l'Udinese en Italie. Il y a déjà eu 3 offres. Mais de notre côté, ce qu'ils veulent surtout faire, et on peut les comprendre aussi, c'est de vendre Laborde. Pour 2 raisons. Parce que Laborde, il a 3 ans de moins, il a un salaire qui est 2 fois moins élevé que celui d'Andy Delors. Que Delors, c'est quand même le capitaine emblématique de. Il a succédé à Hilton. Oui, de la Paillade, avec tous ses amis, il porte le drapeau. Et ils espèrent encaisser 15 millions d'euros sur l'indemnité de transfert de Laborde. Delors, ça serait de l'ordre de 7, 8, 9. Donc voilà, d'un côté, ils économiseraient la moitié d'un salaire, et de l'autre côté, ils encaisseraient 15 millions d'euros. Mais la réalité du marché, parce qu'il faut toujours se mettre à la réalité du marché, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'offre pour Laborde. Voilà. Et qu'ils ont des offres pour Delors. Alors, elles sont 2 fois moins élevées. Oui. Mais au moins, à un moment, à risquer de dire à Delors, tu partiras pas. Et quand tu connais le garçon et le caractère du garçon, ça peut mal finir, cette histoire. Et de dire, de toute façon, on a tout misé, notre business plan et notre trading joueur sur le départ de Laborde, parce que ça fait 1 an et demi qu'il doit partir. Il a des offres de partout, mais il n'est jamais parti. Non, mais j'ai un moment, je veux bien qu'il soit annoncé de partout, mais à un moment, il y a la réalité du marché. Et à 15 millions d'euros, je ne suis pas sûr, et alors que c'est un garçon très talentueux, Laborde, qui parte. Donc, plus les jours vont passer, puisque là, on va rentrer dans le money time du mercato, tu vas refuser à Delors de partir et tu vas pousser pour faire partir Laborde. J'ose espérer pour Montpellier qu'ils arrivent à trouver une offre à 15 millions d'euros pour Laborde. Et qu'ils ne regrettent pas de ne pas avoir vendu Delors. Voilà. Ils auraient pu l'avoir, celle de Laborde pour 15 millions à Villarreal. Ils auraient pu l'avoir pour Villarreal qui finalement a pris Boulaye Dia, le joueur de Reims, pour 15 millions. Effectivement, il y avait aussi une approche de... Puis en plus, Montpellier veulent 15 millions hors bonus et ils espèrent que ça puisse monter autour entre 18 et 20. Là, on parle de Gaëtan Laborde. Philippe, dans votre réponse sur l'Olympique de Marseille, pour vous, Delors, il a tout pour jouer à l'OM. Il représente limite l'OM, si j'ai bien compris. Mais oui, jusqu'à même ses prestations à Marseille. On se souvient de ce fameux match avec Caen, le dernier de Marcelo Bielsa, où il met une frappe fantastique. On sent qu'il... Le simple fait de mettre le pied au Vélodrome, et déjà, il est porté par quelque chose qui le dépasse. Alors oui, c'est peut-être un peu romantique, on est peut-être un peu dans un truc, mais ça fait tellement de bien d'entendre des joueurs. C'est un joueur à la Dédé Gignac, quoi. Tu vois, t'as l'impression que c'est écrit, qu'à un moment donné, ça va se faire et que forcément, ça va fonctionner. T'as envie de le voir. Et ça joue qu'à du cœur. Ouais. En plus, on a souvent fait la comparaison avec Gignac, puisque Delors aussi a essayé de jouer à Toulouse. Il est parti au Mexique et ça n'a pas marché. Pierre aussi, vous êtes convaincu que c'est un joueur fait pour l'Olympique de Marseille ? Oui, alors Bernard l'a dit, il le répète à l'envie, à longueur d'interview, que c'est son club, il a envie d'y jouer, etc. On a envie de le voir parce qu'il y a ce mariage qui peut être fou avec le Vélodrome. On sent qu'il peut y avoir un truc un peu de Gignac. Mais sportivement, comme Manu l'a dit, avec Milik. S'ils le font venir, c'est qu'ils ont une idée de comment le faire jouer. Que Sampaoli aura dit à un moment, oui, effectivement, je veux bien ce joueur et je peux peut-être affiner un peu mon système, etc. Il peut trouver une solution pour faire jouer les deux. Milik n'est pas non plus est indéboulonnable, évidemment, par son talent. Mais il n'est pas peut-être physiquement toujours là, etc. Donc il y aura de la place pour Delors. Si tu fais venir Delors, tu le fais jouer. Après, il y a juste, si je peux me permettre, il y a juste une problématique avec Delors sur le business plan. C'est-à-dire que Delors, il va avoir 30 ans, de temps déplaise, en octobre. Mais là, il a 29 ans.
Pour l'instant, il a 29 ans. Mais quand tu vas le prendre, il va commencer un peu à jouer, tout ça, il aura 30 ans. Donc ça veut dire que si tu le payes quand même, parce que là, c'est une indemnité de transfert, 8 millions d'euros, le risque de pouvoir le revendre ou de récupérer ta mise, elle est quand même pas très élevée. Et c'est pas ce que fait Longoria. C'est pas de genre d'investissement que surtout qu'ils avaient dit qu'ils voulaient. Que Nice pourrait se permettre de le faire en se disant on le veut parce qu'on va faire plaisir à notre coach. Et sportivement, il aura un impact. Sportivement, il aura un impact, c'est sûr. Économiquement, si on n'arrive pas à le revendre au moins au même prix ou après amortissement, ça sera moins grave. Marseille, on a bien compris que les finances, c'était un peu plus compliqué. Et juste par rapport au niveau d'Andy Delors, parce que depuis qu'il est arrivé à Montpellier, c'est vrai qu'il a gagné une forme de régularité, c'est devenu un homme mature, il a le brassard, vous l'avez dit, Bernard, mais avant, il avait quand même eu un début de carrière un peu tumultueux. On est sûr, François, que s'il arrive à l'OM, ça sera une réussite sportive ? Oui, parce qu'il a 29 ans, bientôt 30. Et... Dans 30. On va pas jouer sur les mots toute la soirée, quand même. Non, mais on le voit, il est super... régulier, Manu le voit souvent à Montpellier, il est très très bon en plus en jeu à deux, il a le caractère, il est mûr. Il a quelque chose. Et oui, il fait lever les fous. Il a du cœur, voilà, il a du caractère. Non, mais tu l'as déjà vu jouer Andy Delors? Mais il a l'ADN OM, ça j'en doute pas, mais déjà la doublette avec Laborde fait qu'il flambe comme ça parce qu'ils sont très complémentaires. L'un sans l'autre seront sûrement moins efficaces, sûrement moins efficaces. Mais encore une fois, moi je dis Nice parce que l'OM va pas mettre l'argent sur Andy Delors qui a 30 ans en sachant qu'ils ne pourront pas le revendre et que Nice, ce que disait Bernard tout à l'heure, peut le faire, que Galtier le voulait déjà quand il signe à Toulouse, le Saint-Etienne, et c'est vraiment de le faire, et ça se joue à pas grand-chose. Ils ont raté de peu. Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire que Galtier, et mine de rien, Toulouse, ça fait quoi, 4 ou 5 ans. Donc c'est quand même une idée, c'est pour dire que le profil lui plaît, et c'est pour ça que je trouve que Nice est une bonne idée. En tout cas, Manu, vous n'avez pas réussi à convaincre le plateau qui est resté pour Marseille, mais est-ce que vous avez convaincu les téléspectateurs? On va découvrir le résultat de votre minute pour convaincre. Oui, bravo. Et Doudou Chopard, c'était pas mal. Oui. Bon, félicitations, mon cher Manu. Nous, on se retrouve tout de suite après une courte page de publicité. On reviendra pour parler de l'avenir de Paul Pogba. On parlera également de Neymar. On parlera de beaucoup de choses dans l'équipe du soir. À tout de suite. De retour sur la chaîne L'Équipe pour la suite de l'Équipe du soir. Avant de parler de l'avenir de Paul Pogba, on va tout de suite aller voir Leroy Cabella puisque vous avez des nouvelles de Rennes qui affronte Rosenborg ce soir en barrage aller de la Ligue Europa Conférence. Exactement, et pas de surprise dans le 11 de Bruno Genesio qui titularise toutes ses recrues. Loïc Badé est bien titulaire avec Melling également en défense. Et vous le voyez, Baptiste Santamaria est déjà titulaire pour ses grands débuts avec Rennes, lui qui vient d'arriver de Fribourg. Et puis Souleymana est bien titulaire également, côté de Doku et Terrier en attaque. Pierre, elle est belle cette compo rennaise. Oui, j'aime bien le milieu de terrain, hyper intéressant, on a envie de voir. Santamaria, c'est un joueur... Kamavinga encore sur le banc. Bien sûr, malheureusement, il y aura un sujet Kamavinga qui va se poser pendant le mois d'août quand même, parce qu'on ne voit pas trop où va la carrière de Kamavinga en ce moment. Il y a un vrai frein en tout cas. Mais en tout cas, cette équipe, elle est sexy à voir. On peut attendre des belles choses de cette équipe-là. Bernard, est-ce que la Ligue Europa Conférence, ça vous excite? Merci beaucoup. Bernard, on va tout de suite passer... Je vous ai répondu. Oui. C'était parfait. Je ne sais pas. Je la refasse ou pas? Non, c'est bon, vous pourrez jamais mieux faire. D'élite, Bernard. Les petits clubs. Bon, allez, merci Bernard. Non, mais toi, Santamaria, il arrive, il joue à Rennes, ça ne te dérange pas. Et Messi, lui, il ne doit pas jouer. Bernard, je vais être obligé. Quelle est sa Encore? C'est la tienne? Deuxième. Mais alors, dans un ballon. Allez, en prison, Bernard. On va parler de Paul Pogba, qui actuellement, comme la couleur de votre carton, mon cher Bernard, porte un maillot rouge, celui de Manchester United. Mais As en fait sa une. Enfin, on parle aujourd'hui. Il y a un choix pour Paul Pogba à l'été 2022 ou même dès cet été. Il y a un match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Alors, au Paris Saint-Germain ou au Real, quel serait le meilleur choix pour Paul Pogba? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel dans l'équipe du soir, le premier de la soirée. Jingle. Et là, j'avais pas du tout envie, mais je vais être forcément obligé de libérer Bernard Lyons de sa prison. Vous pouvez sortir. Oui, parce que ça fait une minute. Tu le remets après. Oh, je le remets après. Ouais, tu remets. Non, mais ça fait une minute. Non, ça fait pas du tout une minute, Bernard. Tu es en train de me... Non, allez, bref, on enchaîne. Ils m'ont répondu PSG, c'est la paire Lyons-Sansfourche. Vous êtes inséparables, messieurs, ce soir. C'est incroyable. Après, vous êtes affrontés, vous allez être partenaires. Et ils m'ont répondu Real Madrid, c'est la paire François David, Manu Longeon. Qui commence chez les Lyons-Sansfourche? Écoute, non, fais ce que tu peux. J'essaierai de rattraper le truc derrière. Bon, ça sera Bernard pour commencer. Et chez les David Longeon. On est Longeon. ensemble.
Allez Bernard Lyons, c'est à vous de commencer. Donc moi, j'en tombe sur les fesses. D'accord. Bon, et bah écoutez, merci. Vous l'avez dit d'ailleurs en conférence de presse, je crois que c'était avant un match de l'équipe de France, c'était un de ses rêves de jouer au Real Madrid. Et là, je suis désolé. Ah bah si, mais vous avez 30 secondes pour parler. Vous avez marché sur les plates-bandes du président. C'est au président de parler maintenant. Bernard. Pardon. Non mais c'est extraordinaire. Non. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut respecter les conducteurs, s'il vous plaît, Bernard? Oui. Donc, arbitrage du président Mathurin. Moi, je suis plutôt team Real. Team Real, pourquoi? Parce qu'il y a un argument qui commence un peu à me courir, c'est la reconstruction du Real. Le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde, ils vont être en reconstruction ad vitam aeternam. Déjà, cette saison, on peut imaginer que c'est peut-être la dernière un peu année de transition pour ce que le Real peut se permettre de transition. Mais je pense qu'à un moment ou un autre, comme on parle de l'été prochain, le Real va se refaire une grosse équipe, va redevenir la grosse équipe qu'elle doit être normalement quasiment tout le temps, et que Pogba aurait complètement sa place là-bas en termes de leader de projet, tête de gondole, même l'année prochaine. Non, on parle de ça. On parle de l'été prochain quand même. On va parler d'été 2020. Ah, ça peut être dès cet été ou l'été prochain. Voilà. Je veux dire, sur cet été, je sais pas trop. Le Real est sans doute plus sur Mbappé que sur Pogba, mais à un moment ou à un autre, ce Real-là va vouloir se refaire sa grosse équipe, un peu à l'image de celle du PSG quelque part. Et se dire, si tu as Pogba, peut-être un Kylian et ce genre de joueur, là, oui, tu as une belle. Vous projetez dans 12-13 mois. Mais non, mais parce que là, globalement, il a plutôt fait comprendre qu'il reste à Manchester, de ce que j'avais compris. Non, mais la réalité, c'est qu'il reste qu'un an de contrat à Paul Pogba, qui sera libre dans un an, mais que s'il y a une offre peut-être satisfaisante, peut-être que Manchester United le laissera partir. Même pas figé encore. Si j'avais le choix entre les deux, un choix quand même de riche, ah bah oui, j'irai au Real parce que je me dis que la fameuse phase de reconstruction, elle va pas durer non plus un million d'années. Non mais ça d'accord, mais moi je peux. Bernard, et l'équipe est compétitive quand même. Je suis pas comme mon ami François qui dit je suis international français, je rêve d'aller jouer au FC Trinquant et j'ai pas envie d'aller jouer au Real Madrid. Il avait dit. Non, au FC Trinquant, je suis sûr qu'il a pas dit. Il n'y a pas un joueur qui rêve pas de jouer au Real Madrid. Il faut être sérieux 2 secondes. Mais aujourd'hui, c'est quand tu parles dans ton projet, parce qu'il est un petit peu en retard, je trouve, dans son plan de carrière en ce qui concerne le club. C'est vrai. Pas la sélection. Non, quand il est champion du monde à son âge, c'est déjà pas mal. Mais je trouve qu'il est un peu en retard dans son plan de possible candidat au Ballon d'Or, de je veux gagner des grands trophées, etc. Et aujourd'hui, si tu veux gagner des grands trophées, la meilleure équipe au monde, là, au moment où on parle... Factuellement, oui. Factuellement, c'est celle du Paris Saint-Germain. Partir dans une année de transition avec le Real Madrid là, parce que moi je ne me projette pas dans 12-13 mois, je ne vois pas l'intérêt pour lui. Manu, je vous vois faire la moue sur l'argument de Bernard. Enfin, c'est-à-dire que de dire que le PSG est la meilleure équipe du monde, je demande à voir. Non, il a dit que pour gagner des trophées, c'était le PSG. Alors, de dire que là, est-ce que tu as plus de chances de gagner des trophées au Real qu'à Paris? On peut dire peut-être sur le papier à Paris. Maintenant, même si l'histoire, évidemment, parle pour le Real, mais est-ce que le Paris est la meilleure équipe du monde aujourd'hui? C'est un autre débat, moi je ne suis pas sûr. C'est vrai que le Paris, je rappelle quand même pour tous les amnésiques, notamment ceux sur ce plateau, que le Paris Saint-Germain est juste finaliste et demi-finaliste avec des champions. L'année dernière, le Real, qui est en perdition, est en demi-finale quand même. Oui. Non, mais de toute façon, Philippe, que ce soit le Real ou le PSG, c'est de grosses machines. Les 4-5 meilleurs clubs du moment et de l'histoire du Real, bien entendu. Mais donc, de toute façon, pour lui, ce serait pas. Ce serait un bon choix, quoi qu'il arrive. Mais je trouve que ce serait un bon baromètre pour savoir quelle est l'incidence, au-delà du terrain, de l'arrivée de Messi au Paris Saint-Germain. Est-ce que justement, quand on dit ça fait passer le Paris Saint-Germain dans une autre catégorie encore supérieure? Si Paul Pogba, qui a régulièrement annoncé que son club de rêve, de cœur, c'était le Real Madrid pour éventuellement la suite de sa carrière, choisissait le Paris Saint-Germain, maintenant, c'est qu'il y a une bascule qui se serait faite, et quelque part, elle n'est pas étonnante, cette bascule. Quel joueur aujourd'hui de très haut niveau n'a pas envie de participer peut-être à la fin de saison de carrière glorieuse de Lionel Messi? Paul Pogba a évidemment envie de partager ça. Et Philippe, vous suivez pour RTL le Paris Saint-Germain, mais aussi l'équipe de France. Est-ce que vous savez si Paul Pogba suit quand même de manière assidue ce que fait le Paris Saint-Germain? Il y a peut-être une volonté aussi du joueur de rejoindre ce projet-là? Non, une volonté affichée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et ça le titille peut-être un peu? En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il pouvait y avoir des réticences par le passé, qui n'existent plus aujourd'hui par rapport à ce que représente le club et à sa dimension sur le plan européen. On peut parler de ça pour Paul Pogba, on peut aussi le dire, à une époque, le PSG était peut-être plus enclin à aller essayer de convaincre N'Golo Kanté, qui ne voulait pas en entendre parler. Aujourd'hui, ce ne serait pas le cas. Ce ne serait pas la même musique. C'est pas pour ça que je ne suis pas en train de vous dire que le PSG... Non, mais il y a une bascule.
que des joueurs de la dimension de Kanté ou Pogba ont une oreille quand le PSG tape à la porte, comme le Real ou un autre club. Soit vous voulez réagir rapidement. On oublie quand même aussi un deuxième homme dans cette histoire, c'est Mino Raiola, qui est son agent. Et les joueurs qui sont sous contrat avec Mino Raiola, généralement, ils ne bougent pas une oreille. Ils leur disent ce que veut faire Raiola. Or, Raiola, actuellement beaucoup plus proche du PSG, et Leonardo, qui ne l'est avec Florentino Pérez du Real Madrid, avec qui il est en conflit. Ça peut être évidemment une donnée importante. Et juste pour conclure sur ce dossier, vous aurez noté quand même que Mauricio Pochettino, il y a quelques semaines, avait été interrogé sur cette question. Il avait balayé d'un revers de main en disant... Là, il n'a pas fermé aujourd'hui la porte. Là, il a dit, vous savez ce que c'est que le foot, un club de la dimension du PSG ne peut pas... Tout renfort est bienvenu. Voilà, le discours, dans la bouche de Mauricio Pochettino qui pèse tous ces mots, c'est pas rien. Je le disais, il y avait un super duel entre la paire Lyon-Sansfourche et la paire David-Longeon. Qui a remporté le super duel? Et donc, ça penche pour le Real Madrid du côté de nos téléspectateurs. Victoire de la paire David-Longeon. 2 sur 2. Bravo, bravo messieurs. On va rester proche du Real Madrid et du Paris Saint-Germain parce qu'on va évoquer Kylian Mbappé. Alors, il ne se passe pas un jour sans qu'on ait une nouvelle information ou non-information au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé. Maurizio Pochettino, qui pèse ses mots, c'est vous qui l'avez dit, Philippe Sansfourche, l'a évoqué aujourd'hui en conférence de presse du côté du camp des loges. On l'écoute. Kylian travaille très dur et il est très motivé à l'entraînement. C'est notre joueur. Je le vois rester et être avec nous cette saison. Je le vois rester et être avec nous cette saison. Avec cette phrase, est-ce que Maurizio Pochettino a clos le débat sur l'avenir de Kylian Mbappé, messieurs? Qui veut prendre la parole? Non. Non, Bernard Lyons. Mais non, mais tant que le marché des transferts ne sera pas officiellement clos, il y aura toujours un petit doute. Mais non, mais Maurizio Pochettino, et Philippe l'a dit, il dit rien de manière anodine. La semaine dernière, il était un petit peu plus flou sur la question de Kylian Mbappé. Là, aujourd'hui, il dit il va rester avec nous, il est heureux, il est content. Pour vous, ça ne change rien. Il se calque sur le discours officiel, sur le discours de Nasser Khelaifi. Et sur le discours aussi de Leonardo en coulisses, même si il ne s'est pas exprimé récemment sur la question. Mais on sait qu'il faut qu'il y ait une ligne de conduite. Nasser, il a envoyé un message fort la semaine dernière lors de la présentation de Lionel Messi. Il n'y a pas besoin de le refaire 50 fois. Maintenant, en fait, il faut se calquer sur ce message-là. On a bien vu que Kylian Mbappé, lui, est dans une position où il n'ira pas au clash. On sait très bien, ça fait 1 an que ça traîne en longueur, qu'il a signifié de manière très claire qu'il ne voulait pas prolonger à la sortie de l'Euro. Après, la balle, elle est dans le camp du Real. C'est-à-dire, on sait très bien que si le Real veut accélérer les choses, il va falloir faire une offre solide. Ce n'est pas pour ça qu'elle sera acceptée. C'est pour ça aussi que c'est un jeu dangereux et que le Real n'a pas envie de faire un effort et derrière d'avoir une forme de camouflet. Donc c'est pour ça qu'on est plus proche d'un statu quo. Mais Mauricio Pochettino, dans l'équation, finalement, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, il n'a pas de latitude, lui. Il n'a pas beaucoup d'infos non plus. Bah non. Vous n'êtes pas convaincu par l'argument de Maurizio Pochettino. Aujourd'hui, dans le journal L'Équipe, on apprend aussi quand même que l'arrivée de Messi émoustille Kylian Mbappé, qui serait enchanté de jouer avec Léo Messi. Est-ce que le fait que Messi soit arrivé, selon vous, François, ça peut faire rester Kylian Mbappé une saison de plus au Paris Saint-Germain? Pourquoi pas? On joue quand même avec Messi. Pochettino, c'est un homme important du club, mais ce n'est pas le décideur. Comme dit Bernard, tout peut se passer encore. Moi, ce que je sais depuis l'Espagne, c'est que le Real Madrid ne va pas bouger. Le Real ne bougera pas. Ils ne vont pas bouger pour ce mercato, de peur de se confronter directement au PSG, à Nasser Khelaifi, au Qatar, et qui vont attendre l'an prochain pour voir s'il est libre. Après, ils ne seront pas à l'abri qu'il y ait une éventuelle prolongation. Ça, Philippe, c'est le jeu. Il saura ça, mais ils ne vont pas attaquer. Là, François, ce que vous nous dites, c'est parce que tous les jours, on a des unes de tous les journaux espagnols. C'est le jeu. Madrid, oui, mais ça veut dire que le Real Madrid ne prépare pas une enveloppe de 150 millions d'euros pour Mbappé. Je pense qu'ils sont d'accord avec le joueur, avec Mbappé, de manière individuelle, mais ils ne vont pas faire l'effort d'aller faire une offre officielle. Pour vous, Manu, il n'a pas clos le débat, Pochettino, c'est juste un relais de Nasser Khelaifi? Il n'a pas clos le débat parce qu'il ne peut pas le clore dans le sens où ce n'est pas lui qui décide. Et que c'est Nasser qui peut clore, ouvrir le débat. Et j'ai l'impression que Nasser ne l'a jamais ouvert. Mais on a appris aussi récemment, à travers les récits de sa prolongation de contrat, que Kylian Mbappé était très proche de Pochettino. On peut penser que si Pochettino dit ça, c'est qu'il s'est entretenu un peu avec son joueur. Aussi. Parce que c'est une autre façon de voir les choses. Il restera pas. Pas de problème. D'accord. Bon. Il a eu combien d'offres?
Mbappé? Oui. Bah actuellement 0. Ah, d'accord. Je pense. Donc c'est Messi qui le fait rester? Ou c'est parce qu'il n'a pas eu d'offre? Mais non, mais si. Alors on C'est au club d'avoir une offre, c'est pas. C'est pas. Non mais. C'est au club d'avoir une offre. Non, mais oui, alors je me suis mal exprimé en français. Ah, d'accord. Est-ce que combien d'offres le Paris Saint-Germain a reçu pour son joueur qui gagne Mbappé? Ça vous va? Bernard, vous connaissez trop le foot. Le Real Madrid attend toujours que le joueur bouge d'abord pour faire une offre. Si jamais Mbappé prend la parole et dit « je veux aller jouer au Real Madrid », l'offre, elle arrivera. Ils ne peuvent pas se permettre d'aller au clash avec le Qatar, comme le disait François. Et si Kylian Mbappé ne le dit pas ouvertement, tu ne poses pas la question de savoir pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Mais parce qu'il sait que le Real Madrid n'a pas les moyens de l'acheter. Donc il va rester au Paris Saint-Germain. Parce que, je veux dire, sur des joueurs de ce niveau-là, souvenez-vous le feuilleton qu'il y a eu avec Neymar. Oui. C'était ça, c'est pour son retour au FC Barcelone. Le scénario pour son arrivée à Paris, le scénario était complètement différent. Ça a été des épisodes qu'on duré, mais avec des avancées concrètes. Là, c'est à chaque fois, il partira pas, machin, mais comme le dit François, le Real c'est pas clairement positionné sur le dossier, pas plus que Manchester City est venu le chercher alors qu'il lui reste un an de contrat, pas plus que United, pas plus que le Bayern, pas plus qu'aucun autre club. Et à un moment, c'est la réalité du marché aussi. On est sûr que le Real a pas d'argent, parce que moi j'ai plutôt l'impression que l'argent, ils ont pas le tour du Ils ont vendu en plus Ødegaard aujourd'hui Arsenal. Oui, ils vont le vendre. Ils ont une masse salariale qui est quand même plutôt allégée avec les départs de Ramos. Et de le prendre et de le payer. Moi, je pense pas qu'ils vont le. C'est une question que je te pose, François. Pierre, allez-y. Dans les finances en Espagne, parce que le Real c'est un club espagnol et on sait que c'est un peu compliqué là-bas en ce moment, et de faire un transfert à plus de 100 millions d'euros et de payer son salaire. Oui. Moi, je pense qu'on, comme je disais avant, il ne faut pas sous-estimer non plus le Real. J'ai l'impression que parfois on surestime un peu, d'un côté, la capacité de Paris à s'asseoir sur 150 millions d'euros, et que parfois on sous-estime un peu la capacité du Real à avoir un petit coup d'ego de gros club, quoi, et dire moi, si je veux Mbappé, je peux aller chercher. Je sais pas, le problème de l'ego, c'est ce que disait Philippe, c'est-à-dire que le Real, moi je trouve que son argument est très opportun, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être peur de faire une offre, de se positionner, et que Nasser leur referme la porte violemment dessus. Ouais, mais en même temps, on est entre gens qui s'entendent bien depuis longtemps. Oui, depuis très longtemps. On l'avait vu notamment au niveau du transfert de Navas. Faut jamais insulter l'avenir, que ce soit du côté du joueur Kylian Mbappé. On sait, c'est pas comme Neymar Kylian Mbappé, c'est-à-dire qu'il peut pas se permettre d'avoir une image dégradée par des déclarations contradictoires tous les 2 mois, tous les 3 mois. Lui, il gère sa carrière sur la longueur avec une logique. Et il ne veut pas se mettre au clash ni avec le Paris Saint-Germain, ni avec le Real, ni avec qui que ce soit. Donc si l'affaire se fait dans un an, il sait très bien qu'il n'est pas à plaindre d'évoluer dans cette équipe-là avec l'arrivée de Lionel Messi et la perspective peut-être d'aller possiblement remporter une Ligue des Champions. Donc dans son schéma, effectivement, je pense que sa décision maintenant, elle est claire, elle est nette. Il a suffisamment pris le temps d'y réfléchir. Il se voit maintenant dans un autre projet. Et par rapport à ça, Philippe, juste, est-ce qu'il ne doit pas communiquer pour mettre fin à ce feuilleton? Est-ce qu'à un moment, Mbappé ne doit pas prendre la parole en disant je ne prolongerai pas au PSG, je vais tout donner cette dernière saison et je partirai l'an prochain? Est-ce qu'il ne doit pas communiquer? Le marché de transfert n'est pas fermé. Mais est-ce qu'il doit pas prendre la parole? Vous pensez qu'il ne parle pas juste parce que... Ça te plaît pas, ce que je te dis. J'ai bien compris le texte. Mais si, mais c'est pas grave. Ça me plaît toujours. Mais il faut jamais se fermer les portes. Surtout au moment où tu te fermes les portes quand t'es Kylian Mbappé, il n'y a aucune porte qui va jamais se fermer, soyons réalistes. Parce que si, par exemple, après le match à Brest, il vient devant les micros et il dit je ne prolongerai pas au Paris Saint-Germain, mais je ne quitterai pas le Paris Saint-Germain cette saison, je reste un joueur du PSG jusqu'au juin 2022, et que derrière il a une offre, il ne peut pas. Non, mais peut-être que lui a envie de rester un an de plus. Donc pour vous, il ne doit pas y avoir de prise de parole d'Mbappé, au moins avant la fin du mercato? Non, il y a trop d'incertitudes, comme le dit Bernard. Pour l'instant, il faut qu'il reste sur le frein. On ne pas changer d'avis. Après, encore une fois, c'est pas le bagne. C'est-à-dire que ce club, il l'aime toujours autant, il a toujours autant envie de marquer l'histoire. Et si possiblement il peut remporter la Ligue des Champions et partir sur ce fait d'armes-là, ce sera le scénario parfait. Il est gagnant sur tous les coups. Et libre. En plus, merci beaucoup, messieurs, notamment Bernard Lyons. On va tout de suite aller voir Leroy Cabella. On en a parlé en ouverture d'émission. Karim Benzema proche d'une prolongation au Real Madrid. Oui, il va prolonger son aventure jusqu'en 2023 avec le Real Madrid. Karim Benzema. L'info sera officielle vendredi après-midi. Plus d'informations sur le site L'Équipe. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Liga que Karim Benzema reste? Fantastique nouvelle. Fantastique nouvelle. On savait qu'il allait rester. Le fait qu'il prolonge montre encore plus que c'est
peut-être le joueur français le plus important depuis Zidane et le joueur lige de Florentino Pérez qui est parti le chercher. On rappelle l'histoire en 2008 à Bron, etc. Donc le joueur de Florentino Pérez qui reste le grand leader du Real Madrid, il est français. Il prolonge. Quelle bonne nouvelle pour la Liga. Est-ce que ça peut être la Liga de Benzema avec le départ de Messi, de Ramos? Est-ce que ça peut être lui la star? Effectivement, dans l'histoire, devenir le Real de Benzema, ce serait pas rien. Ah bah là, non. il est à 281 buts, donc il a de mémoire 26 buts de la légende absolue Alfredo Di Stefano. Et imaginons, et on lui souhaite, qu'il détrône Alfredo Di Stefano dans l'histoire du Real, il laisserait une marque, mais indélébile, ça serait extraordinaire. Mais c'est encore une fois de plus une excellente nouvelle pour la Liga, parce que la Liga est quand même vie de saignée en saignée entre le départ de Cristiano Ronaldo, de Messi, Sergio Ramos et de tant d'autres. Je veux dire, le fait que lui, il reste et il va devenir en plus l'emblème du Real, si j'ai bien compris. Il va être capitaine. Il va être capitaine, alors pas intérimaire, le vrai capitaine, puisque lui, il joue. Ouais. Non, mais Marcelo joue plus. Marcelo joue pas, mais bien sûr. Oui, eh ben non, mais Marcelo, il est sur courant alternatif maintenant depuis l'arrivée d'Alaba. Là, il va devenir vraiment le représentant, l'incarnation du Real, et c'est une juste récompense pour l'immense carrière qu'il a réussi. Merci beaucoup Bernard. Vous voyez que vous êtes discipliné quand vous voulez. Oui. C'est formidable. Parce que tu me fais peur. Il est moins bon quand il est discipliné. Oui, mais moi ça m'embête un peu plus, mon cher Philippe. On va tout de suite prendre des nouvelles de Blaise Matuidi, mon cher Leroy. Oui, Blaise Matuidi qui se sent bien aux États-Unis et qui prolongerait bien l'aventure. Voici ce qu'il déclare à Eurosport. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais j'ai une option dans mon contrat pour poursuivre d'une année jusqu'en 2023. J'aimerais terminer ma carrière ici. Est-ce que vous comprenez ce choix de Blaise Matuidi, Manu? Ah bah ouais, être footballeur à Miami, le soleil, le foot, l'argent, la famille, franchement, je veux bien prolonger à sa place. Moi aussi. Bon, et bah c'est formidable. Ça bouge du côté d'Arsenal, Leroy. Oui, avec Martin Odegaard et Aaron Ramsdale qui devraient être officialisés à Arsenal dans les prochaines heures, selon Sky Sports. Les deux joueurs ont passé leur visite médicale aujourd'hui. Odegaard arrive pour plus de 30 millions du Real Madrid et le gardien Aaron Ramsdale arrive lui pour plus de 35 millions d'euros de Sheffield. Je dois avouer que je ne comprends rien au mercato d'Arsenal parce qu'ils ont déjà un bon gardien qui est Bernd Leno, ils ont des jeunes joueurs au poste d'Odegaard comme Smith Rowe, ils ont pris Ben White pour un montant exorbitant. On ne comprend pas ce que fait Arsenal, Pierre. On ne comprend pas ce que fait Arsenal sportivement, oui, c'est pas une nouvelle depuis quelques années. Moi, ce qui m'étonne vraiment, c'est la gestion d'Odegaard par le Real, finalement. Parce qu'il a jamais vraiment saison après saison que le milieu est vieillissant, etc. Ils ont quand même une des plus grosses promesses au milieu de terrain des prochaines années et il part à 30 millions d'euros. Ils n'ont jamais cru en lui en fait. C'est fou. Jamais cru en lui, qui pouvait porter lui-même le Real Madrid. Zidane a essayé, il n'a pas pu. Ancelotti l'a vu en pré-saison, il n'y a pas cru. Il le vend 30 millions, c'est une aubaine. Une vraie déception. Des nouvelles de Manchester City qui ferait une grosse offre pour un attaquant et ce n'est pas Harry Kane. Non, c'est Dusan Vlahovic, l'attaquant de la Fiorentina. Selon la Gazzetta dello Sport, les Citizens auraient transmis une offre de 80 millions pour l'attaquant, auteur de 21 buts la saison dernière en Serie A. Cela pourrait donc signifier qu'Harry Kane ne viendrait pas. C'est un joueur très talentueux, Dusan Vlahovic, mais 80 millions d'euros, ça me paraît excessif. Bah, ce qui est assez déjà excessif, et puis j'ai cru lire que le président demandait 100. Et quand c'est Manchester City, c'est toujours plus cher. Pour moi, c'est un peu un écran de fumée par rapport à Harry Kane, qui doit quand même être la priorité. Et c'est une façon de dire, bon, bah, si vous voulez pas, on va en prendre un autre. Parce que les offres pour Harry Kane, c'était combien, 120 ou 130 et Ils ont attaqué à 100 millions de livres. Ouais. Voilà, donc bon. Pour moi, c'est un peu un écran de fumée. D'accord. On passe du côté de Barcelone où Samuel Umtiti pourrait partir prochainement, Leroy. Oui, selon El Mundo Deportivo, Umtiti a 2 offres fermes, une de l'OL et une autre de la Roma. Umtiti s'est décidé à partir et négocie actuellement la forme de son départ avec le FC Barcelone. Vous aimeriez le voir où, Samuel Umtiti, Philippe? Sur un terrain de foot. Oui, déjà, et effectivement, si je l'espère, son état de santé le permet, je pense que se relancer en Ligue 1 et dans son club à l'Olympique Lyonnais initial de l'OL, je pense que ce serait une formidable idée pour le joueur et pour le club. Et c'est vrai que, comme le disait Bernard, pour le coup, on a très envie de le revoir sur un terrain, le champion du monde 2018. On reste à Barcelone. Leroy, Riqui Puig qui veut absolument rester. Oui, il veut gagner sa place, l'Espagnol, malgré le peu de temps de jeu que lui accorde Ronald Koeman. Mundo Deportivo rapporte que des clubs sont intéressés, mais Riqui Puig, lui, ne pense pas encore à un départ. C'est incroyable parce que ce joueur, François, au début, il était très très aimé, et puis d'un coup, successivement, il a perdu sa place de titulaire. Ouais, bah, on parlait de Odegaard, Koeman n'y croit pas. On dit Riqui Puig en catalan. Joueur un peu style Xavi, très technique, très style de la Masia.
On va voir s'il peut grappiller quelques minutes, mais après, ça n'aurait pas été mal. Lui, il est persuadé qu'il peut s'imposer. Ah. Nuno Espirito Santo, le nouvel entraîneur de Tottenham, regarde chez son ancien club, les Wolves de Wolverhampton. Oui, il voudrait Adama Traoré, son ailier exorbitant, pour 40 millions d'euros. C'est le prix qui est annoncé par les médias anglais, mais ce serait uniquement dans le cas où Harry Kane s'en irait. Un transfert surprenant puisque Pedro est passé de la Roma à la Lazio, c'est ça? Oui, il passe chez l'ennemi, Pedro. L'Espagnol arrive libre, donc en provenance de la Roma. Il portera le numéro 9 dans son nouveau club où il retrouvera Maurizio Sarri qu'il a connu chez les Blues de Chelsea. Attends, c'était impossible de faire Roma-Lazio là, c'est un peu surprenant. C'est compliqué, ouais. C'est difficile. Ça reste très compliqué quand même. Hein. Oui, ça va pas être facile pour le dernier transfert, c'est date d'il y a 40 ans entre les deux clubs. 40 ans. Bon, on va garder le plus chaud pour la fin. Leroy, c'est Robert Lewandowski. Alors ça, c'était la bombe de la journée. Il veut partir du Bayern? Il veut un nouveau challenge avant ses 35 ans selon Sky Sports. Il en a actuellement 33 et il voudrait rejoindre un autre club européen. Le Bayern aurait évalué le prix de son attaquant à un peu plus de 115 millions d'euros. C'est assez incroyable et on va rejoindre tout de suite un personnage qui a l'habitude du Bayern, qui a l'habitude de l'Allemagne et de Robert Lewandowski. C'est Alexis Menuche qui suit le championnat allemand pour le journal de l'équipe. Bonjour Alexis. Bonsoir messieurs. Dis au bord du lac. Alexis, alors c'est quoi cette nouvelle? Il va partir Lewandowski? Alors c'est pas très compliqué comme affaire. On sait qu'il a encore un contrat de 2 ans, qu'il a repris la saison avec le Bayern et plutôt sur les chapeaux de roue avec 3 buts et une passe décisive en 2 matchs officiels. Mais depuis le début de la semaine, son agent Benny Zahavi a reçu une offre. Alors on ne sait pas quel club, ce serait soit le Real Madrid, soit Manchester City, qui n'a pas finalisé, comme vous venez de le dire, avec Harry Kane encore. Et pour service rendu, Robert Lewandowski a demandé à ses dirigeants de le libérer. Alors ce serait pour maintenant ou pour dans un an, mais Lewandowski a tellement fait pour le Bayern ces 5, 6, 7 dernières années que les dirigeants pourraient accepter sa demande, sauf que Oliver Kahn, le nouveau patron du club munichois, doit lui trouver bien sûr un successeur. Et ce ne sera pas Eric Maxime Choupo-Moting, parce que si Choupo doit être le seul attaquant du Bayern, messieurs, en 2022-2023, le Bayern jouerait l'Europa Conference League et serait éliminé dès cette phase de groupe de Ligue des Champions au mois de décembre. Donc c'est sûr que recruter Erling Haaland, qui serait la solution numéro 1 pour les Bavarois, ce serait bien sûr idéal, mais le Borussia ne le laissera pas partir cet été. On rappelle que Haaland a une clause libératoire dans un an d'environ 75-80 millions d'euros. Donc, voir partir Lewandowski cet été, ça semble peu plausible, pas impossible dans ce marché des transferts complètement fou. Et peut-être, et Philippe en saura plus sans doute, que le Paris Saint-Germain serait aussi éventuellement intéressé. C'est ce qui se murmure en tout cas dans le sud de l'Allemagne. Bon, merci beaucoup Alexis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on vous garde au chaud. On va faire notre débat avec les chroniqueurs et vous intervenez quand vous voulez. Alors la question peut paraître un peu excessive, mais c'est une vraie interrogation parce que Lewandowski, bien évidemment, est un attaquant de classe mondiale. Mais médiatiquement, on a toujours l'impression qu'il n'est pas considéré comme une superstar du football international. Alors la question, c'est est-ce que Robert Lewandowski doit quitter le Bayern Munich pour franchir un cap, pour changer de dimension? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. Jingle. Ils ne se quittent plus. C'est les 2 amoureux. Mais oui, il m'a répondu oui. Il doit quitter le Bayern pour changer de dimension. C'est Philippe Sansfourche. Il m'a répondu non. Il ne doit pas quitter le Bayern de Munich. C'est Bernard Lyons qui commence. Honneur au perdant. D'accord. Notre dimension. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais il reste 10 secondes, tu me fais déjà signe de me taire. Non, c'était terminé, mon cher Bernard. Ah ben, j'ai fini. Merci beaucoup. On rappelle qu'on n'a rien contre les Polonais. On parle de la nationalité sportive. J'ai dit... J'ai dit le problème, c'est qu'il est polonais et que ça fait 40 ans que la Pologne n'est plus au niveau qualité. Je préfère préciser, Bernard. La Coupe du Monde 78, 82, Lato, Zarmat, cette équipe extraordinaire. Si ça vous intéresse pas, équipe extraordinaire. On va passer à l'arbitrage du président Maturana. Ouais, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas répondu spécialement à la même question tous les deux. Alors je suis d'accord sur le fond du coup plutôt avec Bernard.
Et donc le point plutôt à Bernard, mais parce qu'effectivement le Bayern c'est une insulte de dire que tu vas ailleurs pour changer de dimension. Tu es au Bayern pour n'importe quel. J'ai l'impression, alors soit je me fais mal comprendre, ce qui est totalement probable, hein, mais sur le changement de dimension, je parle médiatique, c'est-à-dire que Bernard a dit, il aurait été Ballon d'Or. Enfin, tu vois, s'il gagne la C1 cette année avec le Bayern, il met 45 buts, il peut être Ballon d'Or. Il peut être Ballon d'Or tous les ans en vrai. Lewandowski. Mais quand tu es au Real, c'est pas pareil, par exemple. Un peu aussi. Vous trouvez bon, non, mais c'est-à-dire que si tu gagnes la C1 à la question, c'est-à-dire qu'il faut qu'il change quelque chose dans l'équation pour, aux yeux du monde du foot, changer de malheureux de dire ce que j'ai dit, mais c'est parce qu'il est polonais. Non, mais ça, il y a un truc, une année sur deux, effectivement, il est un peu lésé. Ça, c'est évident. Il a une sélection, la Pologne, c'est une vraie histoire, c'est une vraie culture de football, mais ça fait 40 ans, c'est une équipe en bois, et que toutes les fois, tu dis, tiens, Milik, Lewandowski, on les attendait à l'Euro, Milik, il se baisse, machin, il y avait Grosicki, il y avait... Voilà, ils avaient une équipe, ils y sont jamais arrivés. C'est que si tu n'existes pas sur la scène internationale avec ta sélection, et Dieu sait si Lewandowski la porte à bout de bras, cette Pologne, tu ne peux pas avoir de reconnaissance. Je te donne un exemple. Si demain, ça se fait et qu'il, par exemple, il signe à City, mettons, il arrive en Première Ligue, et là, il met 50 buts dans la saison, il écrase de son talent la Première Ligue. Il gagne la C1. Et éventuellement, il gagne la C1. Tu crois qu'il n'aura pas changé de dimension ? Non. Malgré le fait qu'il soit polonais ? Ah non. Monsieur le fait que le Bayern, donc pour vous, la Bundesliga... Non, parce qu'il y a toujours cette dimension. Tu l'as fait dans un club, tu l'as fait dans un championnat, tu le fais dans un autre. Qui plus est, si c'est en Angleterre. Ça le fait forcément passer dans une nouvelle dimension. Oui, la dimension, ça ce que tu es en train de dire, c'est pour Messi, alors. C'est-à-dire, Messi, il n'aurait jamais dû avoir de ballon d'or, parce que lui, tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'était qu'en Catalogne. Ça ne tient pas ton non, mais c'est une... Manu. Parce qu'il est argentin, il y a les paillettes, il y a Barcelone, il y a tout ce que tu disais. Donc on revient sur ce que je disais. Sur le côté brésilien, le côté argentin. Ta démonstration est bonne, c'est ta conclusion qui est erronée. La dimension. J'ai pas eu le temps de faire de conclusion parce que j'ai été coupé et qu'il m'a réduit le saladier à 25 secondes. Quelle mauvaise foi. Mais oui, je suis une mauvaise foi. J'ai encore envie de vous mettre un jaune. Bon, Manu Longeon. La dimension, ça dépend de quelle dimension on parle. Pour moi, sportivement, au-dessus des Real, il n'y a rien. Au-dessus du Bayern, pardon, il n'y a rien. C'est-à-dire que ça fait partie du top 3-4 des clubs au monde. C'est pas une insulte pour le Bayern, donc, soit clair. Tu ne peux pas changer de dimension sportive. Il n'y a rien au-dessus du Bayern. Actuellement. Surtout qu'en plus, les clubs avec lesquels on pouvait discuter, le Real, le Barça, sont plutôt en chute, alors que le Bayern est toujours régulier. Par contre, de dimension médiatique, ou si c'est ça, oui, effectivement, je pense que ce que disait Philippe, tu parlerais peut-être plus de lui s'il mettait 50 buts à City l'année prochaine que s'il met 50 buts au Bayern. Pourquoi ? Parce qu'il l'a déjà fait. Mais sinon, d'un point de vue sportif, il n'y a rien au-dessus du Bayern. Je vais poser la question à Alexis Menuche, puisque c'est le championnat qui suit. Est-ce qu'il n'y a pas un problème médiatique du côté de la Bundesliga aussi, parfois, pour Lewandowski, par rapport à ce manque de reconnaissance, même s'il en a beaucoup sur ces dernières saisons ? C'est un éternel débat, mon cher Giovanni, qui m'obsède depuis que je suis né quasiment, qui ne me quittera plus jamais, je le crains. Ce déficit d'ordre médiatique, ce déficit à travers le monde également. C'est vrai que c'est un championnat qui a quand même gagné en couverture médiatique. Les clubs allemands se sont quand même développés au niveau du merchandising sur d'autres continents, et notamment le Bayern Munich. On sent toujours quand même un écart avec le Barça, avec le Real, qui sont pourtant des clubs qui travaillent beaucoup moins bien sur le plan économique, qui ont des déficits colossaux, ce qui n'est pas le cas du Bayern Munich. Et ça, on sent une certaine injustice en Allemagne par rapport à ces clubs-là. Les clubs anglais ont l'avantage d'avoir des droits télé faramineux, voire scandaleux. Donc voilà, c'est un peu un sentiment d'injustice en Allemagne, d'être un peu seul et de ne pas avoir suffisamment de mérite et de la reconnaissance de son travail de longue haleine. Voilà, regardez, Alexis est plutôt d'accord avec ce que je dis. Médiatiquement, la Bundesliga a encore un peu de retard. Je fais juste deux observations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Merci Bernard. La Bundesliga, c'est quand même un championnat qui est beaucoup plus jeune. Oui. C'est des années, il faudrait demander à Alexis, mais il va nous le dire. Mais c'est un championnat qui est très jeune. Et deux, je fais juste un rapport, parce que je ne sais pas ma maraude de la soirée, mais Modric, par exemple, tu dis il est ballon d'or parce qu'il est au Real. Oui, mais parce qu'ils sont aussi en finale de Coupe du Monde. Et qu'il joue au sein d'une grande sélection qui s'appelle la Croatie. Si Lewandowski, en 2018, il porte la Pologne, fait qu'il a des joueurs avec pour jouer la finale d'une Coupe du Monde, ça ne serait pas exactement pareil. Et là, il serait dans la même dimension, alors que là, mais il n'est pas dans cette dimension-là, parce que sa nation... Ça ne vaut pas pour moi, tout ça. Pardon ? Ça ne vaut pas. Bon, on n'arrivera pas Est-ce que ce n'est pas le Bayern aussi qui génère ça ? Est-ce que l'entité Bayern n'est pas aussi si forte que finalement les individualités
ont du mal à ressortir, même avec des stats extraordinaires. On voit bien qu'au sein de la Bundesliga, Erling Haaland, qui n'a encore rien gagné, mais qui a déjà des stats formidables, fait la une de tous les journaux dans le monde entier. On le présente déjà comme le concurrent de Mbappé. On ne va pas relancer de débat, parce que sinon on ne rendra jamais l'antenne. On va voir le résultat du duel entre Philippe et Bernard, les deux amoureux de la soirée. Et c'est, oh là là là, c'est Bernard qui s'est imposé, mais d'une très très courte. C'est-à-dire, je suis un peu, mais c'est à force de m'en servir. Oui. Je suis récompensé. Avec son chiffre fétiche, c'est ça. Non, mais à force de me servir des jeunes, c'est normal, je finis avec. On va dire au revoir à. Il a rien compris. Lui, il boit des cocktails à Saint-Tropez, il comprend pas ce que je lui dis. Moi, je te parle de la boisson du peuple. Mais Bernard, je suis désolé, mais j'ai d'autres choses à m'occuper que votre cas personnel. Il y a d'autres personnes sur le plateau. Vas-y, Joe le taxi, fonce. Est-ce que je peux dire au revoir à Alexis Menuge? Mais volontiers. Bon, voilà. Il n'a pas répondu à ma question. Amicalement. Bonne soirée, mon cher Alexis. Merci pour tout. Je suis désolé que Bernard Lyons vole la vedette de manière permanente, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et bon tour du lac. Hein. On va désormais passer à Neymar. Neymar qui n'est pas dans le groupe pour la rencontre face à Brest, tout comme Lionel Messi. On l'a appris sur le site L'équipe tout à l'heure, mais on s'est posé cette question tout à l'heure en conférence de rédaction assez intéressante, puisque depuis que Léo Messi est arrivé à Paris, tout gravite autour de la star de l'Argentine et un peu moins du côté de celle de Neymar. Du coup, on se pose cette question, est-ce que Neymar, à nouveau dans l'ombre de Léo Messi, est-ce que c'est finalement la meilleure chose pour le Brésilien? François, il avait bien connu à Barcelone. J'ai bien connu ça, j'ai bien connu ce duo, même trio avec Luis Suarez, mais effectivement, ce serait pour moi la meilleure des choses possibles. Neymar serait moins exposé, même si Neymar maintenant a 3-4 ans de plus. Mais il a toujours dit que Messi, c'est son idole absolue. C'est son idole absolue, c'est un de ses meilleurs amis. Mais quand il était au Brésil, il voulait être avec Messi. D'ailleurs, il a refusé le Real Madrid pour être avec Messi, pour jouer avec lui. J'ai quelques stats, justement. Quand il était en Liga avec Messi, 34 matchs saison 2015-2016, 30 matchs saison 2016-2017, et depuis qu'il est au PSG, l'an passé, il a joué 18 matchs, par exemple. Donc, Messi, c'est un garde-fou pour lui. Quelqu'un qui l'encourage à être meilleur. Une sorte de mentor. Un mentor, exactement, c'est le terme, et ça va être la meilleure des choses possibles. Pierre. Et il va l'accepter parce que c'est Messi. Je vous entends réagir. Ouais, ça m'étonne. Ça veut dire que grâce à Messi, il pourrait moins se blesser ou peut-être avoir une meilleure hygiène de vie. Je pense que oui. D'accord, ok. Moi, c'est ce qui m'étonnait un peu dans la question, parce que je vois pas ce qu'on peut reprocher à Neymar. Non, mais on parle peut-être le fait d'être... parce qu'il est parti de Barcelone pour avoir son équipe à lui, projet, une équipe autour de lui. Et c'est vrai que plusieurs fois, il y a eu quand même quelques débordements. On se souvient les insultes envers les arbitres face à... Enfin, parfois, il a pété les plombs. Quand il a joué, il t'a pas déçu. Comment le problème, c'est qu'il joue un match sur 3. Oui, mais il te déçoit pas quand il joue. Non, un petit peu quand même. La saison passée, moi je faisais partie des grands défenseurs de Neymar qui, sur son arrivée au Paris Saint-Germain, ses premiers mois jusqu'aux blessures, était pour moi sur une trajectoire formidable et démontrait tout le bien qu'on pouvait penser de lui. Force est de constater quand même que la saison passée, même dans les périodes où il était bien physiquement, il y a eu du déchet. Sur les grands matchs où il était très, très attendu, là où on a vu un Kylian Mbappé au rendez-vous sur les grands matchs de Ligue des Champions, on a vu un Neymar qui retombait dans certains travers avec une nervosité, il avait gagné en fluidité dans son jeu, il passait plus le ballon, il était plus collectif. Là, on le voyait retomber dans certains travers. Et je pense que l'influence de Messi va lui redonner quelque part un petit peu plus de simplicité dans son jeu, il va la lâcher plus volontiers et ça ne peut lui faire que du bien. Est-ce que c'est le seul qui peut lui dire bon maintenant tu la lâches, tu me la donnes? Il n'aura même pas besoin de lui dire, je pense. Non, mais c'est le seul en plus qui peut lui dire. Je pense pas plutôt que cette espèce de baisse de régime dont tu parles, c'est peut-être aussi parce que l'environnement du club est un peu moins bon, les résultats étaient moins bons, peut-être que ça peut aussi le marquer à un moment ou à un autre et l'impacter dans ses performances. Fin de saison en Ligue des Champions, c'était quand même une trajectoire qui et que là finalement, plus que Messi, c'est peut-être juste un projet global qui le rebooste un petit peu peut-être, mais de là à sortir de l'ombre, j'ai l'impression que c'est un peu... Bernard, je voyais hocher de la tête sur les arguments de Philippe. Non, mais je suis assez d'accord avec lui. Parce qu'en même temps qu'il parlait, je pensais à l'effet d'exemplarité. Ce genre de truc que tout le monde déteste, mais tu vois, par exemple, au Real avec Benzema, qu'au début, avec Ronaldo, il n'y avait pas toujours une conscience de ce que c'était le très très haut niveau. Chatouillé par Mourinho notamment. Voilà, oui, chatouillé, c'est un chat, c'est pas un lion, etc. C'est ça? Oui, c'est pour ça que je disais le terme chat. Oui, c'est très bien. Non, mais c'est pour une fois, tu as fait un jeu d'esprit. Ça vous étonne du coup. Bah oui, ça m'a surpris. Bernard. Et finalement, la force de l'exemple avec Cristiano Ronaldo, on n'a jamais vu un Benzema aussi fit, aussi leste, aussi vif dans sa gestuelle, dans son expression corporelle. Et tu te dis, effectivement, c'est pour ça que je rejoins tout à fait ce que viennent de dire mes petits camarades, ça peut être un plus pour lui, mais aussi pour Mbappé.
Ah, vous pensez aussi pour Mbappé? S'il reste, bien entendu. Oui, mais on a dit qu'il restait, Pochettino l'a dit. Non, Pochettino l'a dit, je ne suis pas Pochettino. D'accord. Moi, je suis comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois. Donc on attendra quand le rideau de... Non, mais développer sur Mbappé, ça m'intéresse. Parce qu'il y a Neymar qui vient pour être le numéro 1, à l'époque, hein, on monte un peu l'histoire, pour conquérir le Ballon d'Or, etc. Il y a l'émergence de Mbappé, donc finalement, il y a 2 places pour une star, il y en a un, etc., etc. Là, il y a Messi, il va mettre les deux d'accord. Il y a Messi, il est au-dessus de tout le monde. Et je pense qu'aussi en termes d'humilité, peut-être de simplification de son jeu, de machin, ça peut être très bien aussi pour Mbappé. Puisque vous parliez des classements du Ballon d'Or, c'est vrai qu'avec Messi, il fait 5e, 7e, 3e, notamment en 2015, 5e en 2016, et sans Messi, il fait 3e en 2017, puis 12e en 2018. Tu parles de Neymar? Oui, bien sûr. Oui, après, il disparaît. Il disparaît total. On parlait évidemment de la période avec Messi, c'est aussi pour Neymar des très très bons souvenirs, puisque c'est la Ligue des Champions en 2015 avec Luis Enrique. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il ait déjà gagné avec Messi, ça peut lui donner cette confiance en plus et ce supplément d'âme? Qu'il ait déjà gagné avec Messi, oui. Mais c'est surtout la connexion qu'ils ont, que ça soit sportive et amicale, puisqu'on se souvient de cette image après la finale de la Copa América remportée par Messi, où ils discutent dans les vestiaires. Et moi, je crois à l'exemple. C'est-à-dire que l'autre exemple dont on parlait tout à l'heure avec Ronaldo et Benzema, Messi va jouer 55 ou 60 matchs dans l'année. Ce que ne faisait jamais Neymar avec Paris. Et il va avoir quelqu'un qui est son ami. Et mine de rien, c'est assez dingue parce que, a priori, avec Ronaldo et Messi au-dessus, Neymar n'est plus la plus grande star du PSG. Oui, c'est Léo Messi. Voilà. Juste par rapport aux blessures de Neymar, juste préciser quand même que sur ces blessures, il y a 2 blessures qui sont des fractures. C'est pas des blessures musculaires, c'est pas uniquement dû à son hygiène de vie. Non, mais c'est important de le préciser. Non, mais comme par hasard, il se blessait pas à Barcelone. Ça peut arriver. Ça peut arriver quand même. Oui, c'est vrai. Mais par contre, je crois à la notion d'exemple, c'est-à-dire qu'il va avoir envie d'être bon et pour lui et aussi par rapport à Messi. Parce qu'ils s'entendent bien tous les deux. Après, il ne faut pas tomber dans l'angélisme. Je parle sous le contrôle de François. Ils sont de très bons collègues. Mais l'ami de Messi, c'est Luis Suarez. C'est Luis Suarez. Juste avant de passer au JT Express, Leroy, une information concernant le groupe du Paris Saint-Germain demain pour la rencontre face à Brest. Concernant le groupe du Paris Saint-Germain demain, Messi et Neymar du coup ne sont pas dans le groupe. Et en revanche, Marquinhos, Di Maria, Verratti ou Donnarumma seront de la partie face à Brest. Oui, on va passer maintenant au trophée du meilleur joueur de l'année de l'UEFA. Attendez, parce que qu'est-ce que vous me dites en régie? Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Soyons clairs, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on part? Où est-ce qu'on va? On va faire un point sur le score de Rennes qui joue ce soir à Rosenborg en barrage préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Exactement, Rennes qui mène 1-0 grâce à un but de Naïef Aguerd qui, comme d'habitude, a marqué de la tête. Rennes qui est plutôt bien parti dans ce barrage aller face à Rosenborg. Merci beaucoup Leroy. On va enchaîner avec votre JT Express et cette fois on va bel et bien parler de N'Golo Kanté qui est présent au trophée du joueur de l'année de l'UEFA. Oui, il est nominé au même titre que son coéquipier à Chelsea, Jorginho, et avec le Belge Kevin De Bruyne. Ces 3 joueurs ont récolté le plus de voix devant Léo Messi, 4e, ou encore Robert Lewandowski, 5e. Le lauréat sera connu jeudi prochain lors du tirage au sort pour la phase de groupe de Ligue des Champions. Je crois que vous avez une information complémentaire pour le match de demain du Paris Saint-Germain face à Brest. Oui, des maillots du PSG qui seront interdits autour du stade de Brest demain soir. C'est la préfecture du Finistère qui l'a décrété et cela de midi à 19h30. Match en retard de la Ligue 2 hier avec le résultat de Bastia. Oui, une victoire 2-1 de Bastia face à QVI. Avec ce but, vous allez le voir, 24e minute. Nicolas Lemaître repousse bien cette tête de Robic. Mais Maguette Diongué suit bien et ouvre le score pour Bastia. Lors de jeu, Diongué encore lui sert Chour pour le 2e but bastiais. Padovani va réduire l'écart pour QVI. Bastia remonte à la 11e place. QVI et lui 6e de Ligue 2. Manu, un commentaire sur la prestation de Bastia? Alors, c'est leur première victoire. Ils avaient fait 2 nuls. Donc, Bastia, qui est un club historique de notre championnat, et c'est la première victoire des hommes de Mathieu Chabert, qui avait fait 2 nuls. Après, ils n'avaient pas eu de chance au niveau du calendrier. 2e victoire, pardon. Ils avaient joué déjà Nîmes et Toulouse. D'accord. Et vivement le retour du public dans les stades.
Oh mon Dieu. On peut juste dire un mot quand même sur l'information, là, sur l'interdiction de porter un maillot autour du stade. Oui, enfin, je veux dire, Philippe, allez-y. Monsieur le préfet, il a conscience du fait que depuis maintenant 4 ou 5 ans, que ce soit dans n'importe quelle ville de France, les maillots du Paris Saint-Germain, parce que Neymar, parce que Mbappé, parce que maintenant Messi, tous les gamins les achètent. Vous allez sur les plages de l'Atlantique ou de la Méditerranée, vous voyez des gamins avec des maillots du PSG. Et donc, il ne va pas être possible, légalement parlant, c'est-à-dire qu'on n'est pas cible d'une amende, d'être arrêté parce qu'on porte un maillot du Paris Saint-Germain ou de n'importe quel autre club. Mais autour du stade. Hein. Autour du stade. Et c'est quoi de 10h à 19h30 ? Faut arrêter. Donc Messi vient en Ligue 1 et c'est ça l'image qu'on donne de la Ligue 1. C'est absolument grotesque. C'est pas terrible. On va enchaîner. Ça, c'est une nouvelle rare, mon cher Leroy, des bonnes nouvelles pour des Français au tennis. Oui, 500e victoire en carrière pour Gaël Monfils qui passe au 3e tour à Cincinnati. 500e victoire et 500e danse évidemment pour Gaël Monfils après sa victoire face à Alex Minor en 2-7. Il affrontera Andrei Roublev pour une place en quart de finale. Le Français très fier d'atteindre les 500 victoires en carrière. On l'écoute. Évidemment, c'est un accomplissement pour moi. Ça fait longtemps que je suis sur le circuit et que je joue. Et je suis très fier d'avoir ces 500 victoires à mon actif. Un mot sur Gaël Monfils, c'est quand même une super nouvelle, c'est un chiffre important. Je crois que j'ai lu qu'il n'y avait que 11 joueurs sur le circuit qui ont atteint ce chiffre-là, 11 joueurs en activité. On décrit tout le temps le tennis français. Et alors c'est vrai que Gaël Monfils, ce ne sera jamais Roger Federer, probablement qu'il ne gagnera jamais. A priori, il n'y aura qu'un Roger Federer. Donc Voilà, il ne gagnera jamais de grand chelem, mais il nous a fait vibrer à Roland-Garros, il nous a fait vibrer en Coupe Davis. Voilà, il faut quand même relativiser parfois les critiques. Je trouve qu'on tombe souvent à bras raccourcis sur le tennis français. Essayez toujours de transposer ça au football. Oui. C'est-à-dire que pendant des années, on a eu 3, 4, parfois 5 joueurs français dans les 50 meilleurs joueurs du monde. Essayez de transposer à l'échelle du football et vous comprenez déjà ce que ça représente pour un sport qui est quand même le 2e en France avec 1 million de licenciés. Enfin, quand tu vois le progrès, par exemple, des Italiens au tennis, tu peux aussi la petite comparaison. Et juste Bernard, par rapport à Gaël Monfils, c'est vrai qu'il y a toujours un sentiment de frustration parce qu'on se dit qu'il aurait pu aller peut-être un peu plus haut. Mais lui, comme les autres, il y a un goût d'inachevé. Enfin, je suis désolé, ça montre encore. Moi, je veux bien que c'est super tout ce qu'on a fait dans le tennis, etc. Mais enfin, vu la tradition qu'on a dans le tennis, ça fait qu'on est en train de traverser un désert qui est terrible. Et je suis désolé. On le traverse pas, on y entre. C'est différent. Ben, on y entre. On va vraiment se rendre compte de ce que c'est que de ne pas avoir de joueurs de niveau. Excusez-moi, mais on se contente de trop peu. On a eu pendant, un moment, je crois, 4 dans le top 12. Donc, c'était pas si mal. Mais là, le désert, on n'est pas encore dedans, malheureusement. Il arrive. Et là, si je vous demande derrière un jeune qui est dans le top 100, français, ça va être compliqué. Leroy, on va prendre la destination de l'Espagne et la Vuelta. Roglic est de nouveau leader, enfin est leader. Oui, mais c'est pas lui qui s'est imposé aujourd'hui, c'est Magnus Cort Nielsen qui s'est imposé pour cette 6e étape de la Vuelta au pied de l'Ascension. Le Danois n'avait que 20 secondes d'avance sur le peloton, il a résisté et s'est imposé. Il a terminé à quelques mètres devant Primoz Roglic. Donc le leader, le rêve en rouge, n'aura duré qu'une journée pour Elisonde. Romain Bardet s'est lui montré rassurant, il ne souffre d'aucune fracture. Leroy, des nouvelles du Tour du Limousin que vous pouvez bien évidemment suivre en direct sur la chaîne L'Équipe. Oui, 3e étape du Tour de Limousin qu'on suit évidemment sur la chaîne L'Équipe. On va retrouver notre envoyé spécial Claire Bricogne. Claire, une 3e étape remportée par Simone Velasco en solitaire. Avec en effet une victoire italienne, ici la première de ce Tour du Limousin en version 2021. L'année dernière, on n'avait pas eu de victoire française du tout. On en a eu 2 sur les 2 premières étapes. Et aujourd'hui, c'est Simone Velasco qui s'est imposé, lui qui n'avait gagné qu'en Italie avant sur le trophée Leguelia et sur la semaine Coppi et Bartali. Une étape, c'était en 2019. Plus d'1 an et demi de disette. En tout cas, pour lui, quasiment 2. Et le voilà donc vainqueur ici. En tout cas, ce qu'on va retenir très rapidement avec Christophe, c'est que c'était une étape très animée et que demain, ça nous promet la même chose. Une étape extrêmement animée, dès le départ, une grosse sélection. Le maillot jaune qui a été mis en danger aujourd'hui, clairement, qui a été esselé. Il n'avait plus que 2 équipiers pour rouler sur toute la moitié de la course. Il a été bien aidé par d'autres équipes qui avaient des intérêts aussi au classement général et pour le gain de l'étape. Une magnifique victoire de Simone Velasco qui montre bien toutes les qualités qu'il a et surtout... c'est loin d'être fini. On a vu les 3 premières étapes, ça a été tous les jours très très dur, très décousu. Demain, Cyril nous a annoncé un feu d'artifice pour demain. On a vu en tout cas Thibaut Pinot aux avant-postes. Dorian Godon conserve son maillot jaune. Ça promet vraiment un très beau spectacle. Soyez avec nous demain 14h au Tour de Limoges.
Merci beaucoup Claire. L'autre événement sur la chaîne L'Équipe, et c'est un immense rendez-vous, c'est les 24 heures du Mans, mon cher Leroy. Et c'est dès samedi, dès 9h45 sur la chaîne L'Équipe. On va retrouver notre envoyé spécial Mylène d'Orange sur place. Mylène, ça commence à s'intensifier. Oui, exactement, ça s'intensifie comme vous le dites. Dans quelques instants, dans 30 minutes et plus exactement, l'Hyperpole se lancera. L'Hyperpole, c'est une séance de qualification d'une demi-heure avec les 6 meilleurs pilotes de chaque catégorie qui s'élanceront pour tenter d'effectuer le meilleur tour. Et d'ailleurs, je me trouve en compagnie de Romain Dumas qui prendra part à cette Hyperpole. Romain, vous roulez pour l'écurie Glykenos. C'est la première participation pour l'écurie ici. Quel va être le but de cette Hyperpole? D'aller chercher tout de suite le meilleur tour ou peut-être d'effectuer quelques réglages avant la course? Bon, comme vous l'avez précisé, ce sont les 6 premiers de chaque catégorie. Pour nous, en tout cas sur ma voiture, on a eu pas mal de problèmes cet après-midi. Donc la séance va durer 30 minutes. Certes, on va essayer de réaliser un bon chrono. Mais en toute sincérité, on va aussi essayer d'améliorer la voiture parce que finalement, après ça, il nous reste 2 heures d'essai cette nuit. Et puis on sera au départ de 24 heures du Mans. Donc on était bien en avance sur notre programme et d'un coup cet après-midi, on a pris beaucoup de retard. Donc écoutez, on a encore pas mal de points d'interrogation. Donc pour mon cas personnel, on essaiera de faire entendre, mais surtout de peaufiner les réglages. Après, dans l'absolu, on va partir quand même dans les 5-6 premiers. Donc c'est pas trop important pour une course de 24 heures. Vous avez roulé sur les LMP1, cette année vous roulez sur une hypercar. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des différences de conduite sur le circuit des 24 heures du Mans entre ces deux voitures? Bon, c'est forcément un petit peu différent. Pourquoi? Parce que maintenant les voitures font plus de 1000 kg, 1040 kg exactement, comparé à des voitures de 900 kg avant. Donc déjà vous avez beaucoup plus de poids, beaucoup moins d'appui aérodynamique aussi. Volontairement pour des raisons de coût, tout ça a été diminué dans la recherche. Donc à mon avis, vous allez voir des chronos à peu près de l'ordre de 3,25, peut-être 3,24, alors que le record de mémoire est en 17, 3,17. Donc on va moins vite. Maintenant au volant, c'est pas plus facile, bien au contraire, les voitures étant plus lourdes, l'adhérence plus précaire. Il faut un peu plus travailler, on pourrait dire, même si avant ça allait très vite, c'était dur pour le coup. Aujourd'hui, on glisse beaucoup plus. Donc l'un dans l'autre, ça reste du sport. Vous l'aurez compris, ce sera donc une très belle course qui nous attend ce week-end et le départ ce sera à 16h. Merci beaucoup Mylène, c'est évidemment à suivre sur la chaîne L'Équipe. Une nouvelle importante, Leroy, à l'Olympique Lyonnais, une recrue officielle. Oui, Emerson est officiellement lyonnais, il arrive en prêt avec option d'achat à l'Olympique Lyonnais. L'OL vient de tweeter sur Twitter, vous allez voir une petite vidéo de présentation qu'ils ont fait, donc voilà, c'est officiel. Leroy, c'est une bonne recrue Bernard pour l'Olympique Lyonnais? Il faut espérer. Non, mais merci, je reviendrai vous voir. Mais oui, mais c'est quand même un joueur qui a remporté l'Euro. Spinazzola s'est blessé, il l'a remplacé alors qu'il avait peu de temps de jeu à Chelsea. Oui, non, mais de toute façon, ils ont besoin de se renforcer, les Lyonnais. Donc, oui, a priori, c'est une bonne recrue, mais maintenant, quand on voit le début de saison de l'Olympique Lyonnais, on est un peu sceptique. Donc, on va voir ce qui va se passer. C'était peut-être une erreur de ma part de vous lancer sur Lyon, sachant que vous êtes un peu stéphanois quand même. Oui, ça c'est facile. Et c'est gratuit. Mais non. Ouais, alors ça, je m'attendais à mieux de votre part. Bien, châtie bien. Emerson, quand même, François, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais alors je sais qu'il avait été offert à Porto aussi, que Sergio Conceição proposé à Porto et que Sergio Conceição l'avait refusé parce qu'il pensait qu'il n'aurait plus faim en fait. Après avoir gagné avec Chelsea la Champions League et l'Euro avec l'Italie, et Conceição ne voulait pas le mettre sur le banc. Là, c'est Lyon qui voulait le prendre. Puis Peter Bosz voulait un latéral gauche avec de l'expérience. On va voir. C'est un CV. Ouais. Juste Pierre, je suis désolé, il faut qu'on avance. Merci beaucoup. Leroy, on va passer à Sergio Ramos, qui lui aussi est absent, bien évidemment, du groupe face à Brest. Son retour est prévu après la trêve internationale. On a vu notamment cet été qu'il avait fait beaucoup d'efforts physiques, mais il y a une incertitude qui plane sur la forme de Sergio Ramos. Alors, faut-il douter de son retour au top niveau? On va faire un habillage à l'américaine pour prendre le pouls du plateau. Philippe, au top on parle, hein, au top niveau. Pas pour 3 saisons, mais je pense qu'il peut... Petite interrogation quand même. Petite interrogation. Je doute pas de sa volonté d'y arriver, puisqu'on voit tout ce qu'il essaye de faire pour revenir. Il a pris la main. Il a eu raison. Tu m'as coupé avant, ça m'a un peu vexé. Du coup, du champion, l'ego de l'athlète, on y Pierre, va. Vous savez que vous avez des cartons à disposition. Ouais, mais je vais pas t'en mettre un à toi. Non, mais vous pouvez le mettre à Bernard. Ouais, il le mérite pas. Bon, allez. Mais comme tous les autres d'ailleurs, je n'ai jamais mérité un carton. Je veux dire, il y a un truc qui est vrai, c'est qu'on a tous suivi un peu sa campagne quasi de communication pour dire que voilà, il s'entretenait, qu'il était hyper fit et son physique est assez impressionnant, faut bien le dire.
Maintenant, on a quand même des échos, on travaille, on est journaliste, et que voilà, on nous dit c'est pas non plus la grande forme, et que l'air de rien, c'est plus compliqué que ça avait l'air de l'être au moment de la signature, et que voilà, on peut douter qu'à un moment, il arrive à aller au bout de sa volonté et de toute son abnégation, etc., que ça porte vraiment ses fruits. Alors peut-être sur quelques matchs, oui, mais je pense qu'il y a une vraie interrogation. Peut-être qu'on est les seuls à l'avoir, mais... Philippe, vous êtes plus confiant? Confiant, il y a toujours des doutes, et puis c'est vrai qu'on s'est peut-être parfois aussi emballé. Je me souviens à l'arrivée de Buffon sur des joueurs qui effectivement sont des légendes, mais qui sont sur la fin de leur carrière. Après, il a effectivement été un petit peu sabré par des blessures, mais ça ne fait pas non plus... quand on regardait objectivement Buffon, tous les observateurs de la Serie A étaient assez unanimes pour dire que ça faisait 2 bonnes saisons, qu'ils les voyaient très clairement, les signes du déclin. Alors qu'avec Sergio Ramos, hormis les moments de blessure, quand il est en pleine possession de ses moyens, ça reste un immense joueur de très très haut niveau. Donc j'ai vraiment envie de croire en lui récupérer ses moyens. pour cette saison. Surtout qu'hormis la dernière saison, c'est vrai qu'il a eu énormément de pépins, mais avant cette saison-là, c'est un joueur qui était très rarement blessé. François, c'est ça. Bah oui. Je reprends les petites stats que j'avais sorties pour Neymar. En 2020, il joue 35 matchs, il en passait 15. Donc il a baissé. Sergio Ramos a fait sa carrière sur l'agressivité, la vitesse. J'ai peur qu'il ait perdu un petit peu de vitesse. Et Florentino Pérez, qui est tout sauf idiot, il n'a pas proposé non plus un contrat de 3 ans au Real Madrid pour prolonger. Il a un an simplement qu'il avait refusé, qu'il aurait pu accepter après. Mais l'offre était fermée. Donc, moi je dis, au top sur quelques matchs, peut-être les matchs les plus importants, mais comme Pierre, j'ai quand même un doute. Bernard, vous avez un doute? J'ai des doutes, oui, parce qu'entre pouvoir et vouloir, il y a une grosse différence. Comme on l'a dit, c'est un joueur formidable. Maintenant, le fait qu'il ne soit jamais blessé tout au long de sa carrière, et qu'il se blesse et qu'il ait du mal à récupérer, ouais, tu te poses des questions. Forcément, tu te poses des questions parce qu'il est sorti de la sélection, on le rappelle bien entendu sur blessure. Oui. Tu te dis, bon là, il aura le temps de se soigner, de se préparer, de revenir. Il est gêné au mollet actuellement. Oui, mais on ne voit pas du tout l'horizon de son retour. On n'a aucune date. C'est ça qui m'inquiète. Si, le Paris Saint-Germain a communiqué, ils espèrent un retour après la trêve. On peut quand même les croire. Manu, vous... Donc ça fait presque 3 semaines. Oui, non mais il faut mieux. Le 12 septembre. Oui, mais il vaut mieux, je pense, prendre son temps, puisque c'est un joueur qui est âgé. Il a 35 ans, Manu, plutôt que de précipiter son retour. Il a une visite médicale aussi au Paris Saint-Germain. Ça veut dire que c'est un joueur qui est apte et qui, sur 20-25 matchs, peut faire des rencontres de très haut niveau. Moi, je n'ai pas de doute à partir du moment où la blessure qu'il a est une blessure dont on revient. Que c'est quelqu'un qui, au niveau de sa préparation, et il communique effectivement là-dessus, est quelqu'un de très exigeant et de très professionnel, et qu'à partir du moment où ce mec est en forme physiquement, il y a absolument 0 doute sur sa capacité à être au top niveau. Et même l'an dernier, où il revient un petit peu, alors qu'il est à 70%, et même à 70%, il était très bon. Donc là, ils prennent le temps, j'en suis sûr, pour qu'il revienne bien. Et quand il va revenir bien d'une longue séance d'arrêt, moi, j'ai pas de doute sur le fait que physiquement apte, il sera de retour au top. Ah oui, mais c'est d'accord, physiquement apte. C'est ça. Non, mais vous... Toute la question, elle est là. On n'a pas personne n'a de doute sur ce plateau, sur la compétitivité d'un tel joueur. Maintenant, est-ce que son corps... Pour ça, je dis entre vouloir et pouvoir, il y a une énorme différence. Il y a une différence. Est-ce que son corps va vouloir? À un moment, quand la machine, elle dit stop, elle dit stop. Hein. Philippe, si jamais Ramos est souvent blessé, est-ce que rapidement, ça peut devenir un problème dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, ce type de joueur frustré, ou vous ne le voyez pas du tout poser de problème? Non, je vois pas. Ça peut même en régler un dans un premier temps. C'est la frustration d'un certain Kimpembe. C'est pas bien. Mais c'est pas faux. On parle évidemment Kimpembe, Marquinhos, Ramos. Non, pour vous, il n'y aura aucun souci sur son comportement. Oui, non, parce que sinon, effectivement, s'il est à 100% toute la saison et qu'il commence à croquer tous les matchs avec des champions, là, on pourra refaire. Alors, il faudrait mieux pour le PSG. Donnarumma, il y aura un débat Kimpembe. Il faudrait mieux qu'il soit à 100% ou pas pour le PSG? Ah ben nous, on est pour le sport et pour la concurrence et le plus haut niveau. Donc on a envie de se poser des problèmes de riches, oui. Et pour finir par rapport à Ramos, je reviens sur cette histoire de préparation physique. Le Paris Saint-Germain a offert non pas 1 an, mais 2 ans de contrat. Il y a une année en option. C'est qu'ils ont quand même pris, François, des renseignements. Ils ne sont pas totalement inconscients. Le Real n'est pas inconscient non plus, mais pas le on lui a offert une possibilité de signer 2 ans de contrat au PSG. 1 an, je ne suis pas sûr qu'il venait.
Et d'ailleurs, ce qu'ils disaient en Espagne, c'est que... Allez messieurs, on va aller voir Leroy pour le cadeau aux téléspectateurs. Ouais. C'est Johan Blanchet qui remporte le livre Les vrais maîtres du jeu. Merci bon livre d'ailleurs. Leroy. Bien évidemment, vous restez ce soir sur la chaîne L'Équipe. Il y a le film documentaire des 24 heures du Mans 2020 à regarder. C'est à ne pas manquer. Nous on se retrouve demain pour l'équipe du soir avec Brest, Paris Saint-Germain. À demain. Allez, fonce, je le texte.